3, 2, 1. Here we go! J'étais censé avoir un décompte, je ne l'ai pas eu, j'ai compté dans ma tête. Rebonjour mesdames, messieurs. C'est toujours Frédéric Danré. Depuis ce matin, je vais donc entamer ma 5e et ma 6e heure de débat avec vous. Si je suis terrassé, allongé sur le sol, je compte sur l'agence de l'eau pour m'abreuver, m'apporter du sucre, voire une perfusion. Dernier sujet, les eaux usées et les eaux pluviales, d'après les rapports que l'on peut lire, et le plan Aude, il y a 2 ans, rien ne va. On a des infiltrations dans les réseaux d'eau usée, on a des réseaux fuitards, on a 30% du réseau qui est encore unitaire. Bref, on a de la perte. Bref, ça ne va pas, mais heureusement, les canalisateurs sont là, les canalisateurs d'Occitanie, qui pilotent et sont à l'origine de ce tour de table. Mesdames, messieurs, c'est parti et merci d'accueillir, et je me rassois, Romain Aguelon et Christian Farou du bureau d'études Gaxieux, Christophe Rivinc pour Alès Agglomération, Nicolas Bataille Comcom du Roussillon, Laurence Burgot, Régie des Eaux de Montpellier, Jean-Michel Accès pour le Grand Narbonne et Michel Balaï pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, car en tout débat sur l'eau, il faut l'agence de l'eau. Merci d'être là. On va voir des solutions, du concret à l'échelle de territoires différents. Mais d'abord, le bureau d'études Gaxieux va nous poser les choses, va nous recadrer le débat. Et je ne sais pas si vous allez nous faire rêver, mais en tout cas, vous allez nous dire les choses simplement telles qu'elles sont. Qui commence? Romain Aguelon. Bonjour, merci pour l'invitation, bonjour à tous. Je vais commencer par faire un bref rappel de l'état des lieux, donc au sujet de la conférence de cet après-midi sur la collecte des eaux usées et pluviales. Donc dans un premier temps, je vais prendre quelques secondes pour présenter le cabinet Gaxieux, donc bureau d'études. C'est ce que j'allais vous demander, allez-y. Bureau d'études indépendant de maîtrise d'œuvre. Qui accompagne les collectivités de toute taille en Occitanie et globalement sur l'arc méditerranéen, donc sur les projets de renouvellement urbain et tous les sujets qui sont liés à l'eau. Au sein du cabinet, on a une direction technique dans laquelle je fais partie qui traite plus particulièrement des sujets de l'eau, donc eau potable, eau usée, réhute, eau pluviale et fluviale. Et donc, on fait des diagnostics et on fait aussi de la conception de stations de traitement et donc eau potable et eau usée. Donc, pour commencer la présentation, donc on est Gaxieux, donc on est avec les collectivités, donc on connaît les problématiques qu'elles ont face donc au vieillissement des ouvrages et des réseaux, face au changement climatique. Le petit cycle de l'eau est très impacté par ces changements, donc je ne vais pas m'attarder sur ça puisque vous savez à peu près tout ce que c'est le petit cycle de l'eau. On va faire un sondage, tout le monde sait ce que c'est que le petit cycle de l'eau, la différence avec le grand cycle. Vous êtes sûr? Redéfinissez-le quand même. Alors le petit cycle de l'eau, c'est donc du point de prélèvement de l'eau pour la rendre potable et la distribuer aux usagers. Et ensuite, c'est sa collecte et son traitement avant rejet au milieu naturel. Donc c'est un enjeu à la fois de santé publique, de protection des milieux, mais aussi des protections des populations face aux inondations. Et aujourd'hui, on sait qu'on a de plus en plus, avec le changement climatique, des épisodes pluvieux qui peuvent être de plus en plus intenses, des crues éclairs donc, dans les villes. Il y a également des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, on le voit ces dernières années. Avec toutes les problématiques que cela implique donc sur les soutiens d'étiage des stations d'épuration, on en parlait à la conférence précédente. Il peut y avoir aussi des problématiques de retrait-gonflement d'argile sur les canalisations, donc tout un problème qui est là. Pour recentrer le sujet sur l'assainissement, aujourd'hui il faut savoir que le patrimoine d'assainissement en France il pèse 235 milliards d'euros. Et le réseau compte pour 50% à peu près de ce patrimoine. Donc
326 000 kilomètres de réseau, 30% qui est encore unitaire, donc c'est-à-dire un réseau qui collecte à la fois les eaux usées et les eaux de pluie, avec derrière des problématiques de saturation des réseaux, des saturations des ouvrages, la nécessité de construire des bassins tampons, un surcoût aussi de consommation des ouvrages puisqu'il faut traiter plus d'eau. Ce pourcentage baisse, il évolue favorablement ou on touche à une limite d'investissement? Alors, il évolue globalement favorablement, mais le problème, c'est que les réseaux unitaires sont souvent situés en centre urbain. Ouais. Et donc des problématiques à la fois des contraintes liées à l'espace, en fait, hein, et aussi du fait des coûts que cela implique. Donc les réseaux unitaires sont surtout urbains, enfin hyper urbains, comme on dit aujourd'hui. Plutôt en centre urbain, oui. D'accord. Donc pour revenir au réseau plus particulièrement, donc qu'il soit séparatif ou unitaire, aujourd'hui le renouvellement il est estimé à 0,6% par an, donc avec un déficit d'investissement qui est donc estimé à presque 2 milliards d'euros par an sur ces réseaux-là. Ce qui fait que la durée de vie des réseaux, donc, qui est en moyenne de 70 ans, elle va être largement dépassée si on ne renouvelle pas plus de réseaux. Sachant que les financements principaux pour les renouvellements, c'est les redevances des usagers, en fait. Voilà. Donc les agences de l'eau. Alors les agences qui accompagnent, mais la facture, en fait. La facture d'eau. C'est la facture. La facture d'eau. Mais vous nous inquiétez là, donc ça veut dire qu'on aura des réseaux qui vont durer 80-90 ans et qui un jour ou l'autre vont péter. C'est déjà un petit peu le cas par endroit. Donc en fait, les problématiques qu'on a derrière, c'est donc des réseaux vieillissants, des intrusions d'eau claire parasites, de nappes ou de pluie également. Et donc, comme pour les réseaux unitaires, mais des saturations derrière de stations et d'ouvrages. Et il y a une double problématique, puisque des réseaux qui fuient, enfin des réseaux d'assainissement, c'est aussi l'infiltration dans le sol et dans les nappes de pollution. Une eau non traitée, en définitive. Voilà. Donc, pour terminer pour enchaîner sur l'assainissement, vous avez un graphique en bas à gauche qui date un peu, qui est de 2020. Mais en fait, c'est les collectivités qui ont répondu favorablement à la question: avez-vous un plan de renouvellement et est-ce qu'il est mis en œuvre? Des réseaux, hein. Seulement 11%. Voilà, donc depuis, ce chiffre a peut-être évolué. Mais il n'y en a que 11% qui ont envisagé de renouveler leur réseau. Enfin, qui ont un plan et qui le mettent en place. D'accord, comment vous expliquez ça? Que ce soit si peu? Alors ça, c'est peut-être que les collectivités pourront plus répondre à ma place. On va leur poser la question, mais c'est un sondage que vous avez fait Non, c'est Données 6PA. D'accord, 6PA, ok. Le site sur lequel les collectivités renseignent les indicateurs. Ah oui, alors donc la collecte des eaux usées, elle est encadrée par la directive des eaux résiduaires urbaines, et il faut noter que récemment, il y a eu une mise à jour de une révision de cette directive, la DRU2. Donc il va revoir tout un tas de seuils sur le traitement, d'abaissement, de suivi des nouveaux polluants, les polluants émergents, les résidus médicamenteux, les micropolluants, les PFAS. Et sur les réseaux, il y a un enjeu, c'est en fait la diminution du seuil de rejet autorisé en temps de pluie par rapport à la charge brute collectée par temps sec. Donc qui était auparavant autorisé à 5%, qui va passer à 2%. Alors pour des gros systèmes d'assainissement, on est sur des plus de 100 000 équivalents habitants, avec une échéance à 2033, mais également des systèmes d'assainissement entre 10 000 et 100 000 si les débordements peuvent présenter un risque pour l'environnement ou la santé. Alors ça, aujourd'hui, on ne sait pas trop le définir, mais en tout cas, ces collectivités-là devront mettre en place un plan de gestion de leurs eaux résiduaires urbaines pour limiter les déversements. Donc non seulement ça va coûter cher, même s'il n'y avait pas la DRU2, mais ça va coûter encore plus cher avec la DRU2. Ça va nécessiter des aménagements, effectivement, ça va pousser les aménagements. Pour continuer sur les eaux pluviales, donc ici, pour remettre dans le contexte, il y a deux compétences qui sont distinctes mais complémentaires. Vous avez d'abord la GEMAPI, donc qui est la gestion des eaux pluviales selon le grand cycle de l'eau en fait, au bassin versant, avec la taxe GEMAPI. Donc c'est le risque inondation. Voilà. Et en parallèle, il y a la compétence sur la GEPU, donc la gestion pluviale urbaine, qui va aujourd'hui, lors de cette conférence, qui va nous intéresser particulièrement. Et donc qui doit prendre en compte le ruissellement, notamment le ruissellement urbain. Alors cette compétence, elle est souvent récente en fait, elle a été récupérée récemment par les collectivités. Il y a une méconnaissance du réseau par rapport notamment à l'assainissement.
On a des réseaux qui sont très peu connus. On a aussi des disparités entre les territoires. Il y a des zones où il y a beaucoup de réseaux pluviaux, des zones où il n'y en a pas du tout. On n'est que sur du ruissellement de surface. Donc il va y avoir un gros enjeu sur cette thématique-là. Et il y a la loi climat et résilience qui est sortie en 2021 et donc qui renforce en fait le caractère intégré de la gestion des eaux pluviales, qu'elles soient à l'échelle du grand cycle de l'eau ou à l'échelle du petit cycle de l'eau, avec notamment la mise en place de solutions pour désimperméabiliser les zones et limiter l'imperméabilisation quand on construit des nouveaux ouvrages. Donc cette gestion en fait de l'eau, des eaux pluviales, elle doit être intégrée au sein d'un système qui est global et qui inclut aussi l'urbanisme. Alors je vais vous présenter ici quelques pratiques qui sont mises en place aujourd'hui pour gérer ces eaux usées pluviales. Alors dans un premier temps, on a la gestion patrimoniale. Alors ça c'est le socle. Vraiment c'est le socle puisque c'est la connaissance du réseau en fait. Qui permet derrière d'avoir des plans pluriannuels d'investissement. On en parlait juste avant. Mais vous voulez dire il y a des villes, il y a des collectivités qui ne connaissent pas leur réseau? Alors, de moins en moins, mais il y a toujours des lacunes. On a toujours des lacunes, et notamment sur les référencements des réseaux. Donc c'est le deuxième point, c'est-à-dire que le référencement des réseaux, donc il y a plusieurs classes, A, B ou C, ça définit en fait la connaissance, vu que les réseaux sont enterrés, on ne les voit pas, donc on peut savoir si la précision des plans a plus ou moins 50 cm, 1,50 m, etc. ou pas du tout. Et donc il y a une obligation de passer tous les réseaux qui soient sensibles ou non sensibles pour les zones urbaines en classe A d'ici 2026, donc c'est l'année prochaine, et pour tous les réseaux hors zone urbaine, donc en 2032. Les réseaux qui sont aussi non sensibles. Et c'est demain ça, 2030-2032? C'est demain. Alors cette politique-là, elle date pas d'hier, mais c'est vrai qu'il va y avoir un gros travail de recensement des réseaux. Ça peut pas se faire, question sans doute très con, avec un lidar, un coup d'avion, un coup de satellite, on peut pas détecter les gros tuyaux? Alors non, c'est plutôt de la géodétection radar, mais au niveau du sol. Vous voyez sur les photos qui sont sur la droite du diaporama, ouais. C'est en fait un petit chariot avec un géoradar qui envoie des ondes et qui détecte en fait les tuyaux et qui permet de classer les réseaux. Alors ça pose problème parce qu'il peut y avoir plusieurs réseaux dans le sol. Donc en fait ils ont des techniques pour détecter si c'est un réseau d'eau potable, d'assainissement, de gaz, etc. en fonction de la réverbération. Il y a également des outils technologiques de plus en plus pour piloter les réseaux, des capteurs connectés, la télégestion pour gérer à distance les réseaux, piloter, et de plus en plus aussi l'intelligence artificielle qui s'immisce là-dedans et qui permet d'optimiser le pilotage des réseaux. Mais bon, pour l'instant, on en est au balbutiement de l'intelligence artificielle. Pour la gestion des eaux pluviales, ce qui ressort le plus, c'est l'infiltration en fait à la parcelle, enfin la gestion de l'eau à la parcelle pour éviter les ruissellements lors des pluies. On ne va pas surdimensionner des réseaux pluviaux pour des pluies centennales, millénales, etc. Le but, c'est vraiment de les gérer à l'endroit où elles tombent en fait l'eau, donc par infiltration, par stockage. Il y a aussi la question de la renaturation des cours d'eau pour revégétaliser les villes, qui est importante dans cette politique-là. Il y a les travaux qui s'adaptent aussi, puisque maintenant il y a des travaux sans tranchées, donc non intrusifs, du chemisage par exemple. Donc on vient réhabiliter les réseaux par l'intérieur avec des résines qui permettent de ne pas faire de tranchées en fait. Donc ça peut être intéressant, notamment en milieu très urbain, avec des travaux qui sont difficiles à faire. Et le dernier point qu'on pourrait évoquer, c'est la responsabilisation des usagers, donc par rapport notamment aux connexions pluviales eaux usées. Donc les gouttières, les piscines, etc. Donc de ne pas forcément, d'éviter de les raccorder au réseau d'assainissement. Et aussi les aménageurs, puisque lors de construction de lotissements ou de projets immobiliers, en fait, il faut respecter des cahiers des charges et des bonnes techniques de pose des réseaux. C'est pas toujours les plus vieux réseaux qui sont les plus mauvais état. Il peut y avoir des réseaux récents qui ont des eaux qui s'infiltrent parce qu'ils ont été mal posés, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses entre le renouvellement, les nouveaux outils, ça va coûter cher. Alors pour ça, il y a quand même des politiques de financement. Donc le plan eau, vous en avez certainement beaucoup entendu parler, avec des axes pour donc la sobriété et aussi le financement de grands projets. Donc 180 millions d'euros, c'est ça? Je n'ai plus le chiffre en tête. Oui, donc d'aide aux agences de l'eau pour aider à financer
Donc, notamment, vous venez de parler. Ouais, notamment dans les projets de REUT. Hein. Donc, qui dit projet de REUT dit aussi création de réseaux dédiés, puisque c'est souvent pour de l'irrigation ou des arrosages de golf, par exemple. Donc, il faut créer des réseaux. Des petits réseaux, on a dit tout à l'heure. Hein. C'est du circuit court, la REUT. Ça dépend du contexte, on va dire. Si vous voulez. Et plus récemment, ça date du 10 mars, le plan national d'adaptation au changement climatique. Voilà, le PNAC 3, version 3. Voilà. Vous avez déjà tout lu? Alors non, pas tout. Bah alors non, malheureusement, j'ai pas encore tout lu, mais ça va venir. Hein, on va devoir s'en imprégner puisqu'il va falloir intégrer systématiquement les enjeux du changement climatique. Donc avec un objectif pessimiste à 4 degrés d'ici 2100. Donc qui semble assez réaliste. Voilà. Il y a quelques années, c'était pessimiste. Maintenant, on est plus sur du réaliste. Donc il va falloir l'intégrer dans les nouveaux plans, en fait, de travaux. Hein. Et donc pour terminer cette introduction, on ne peut pas parler de l'agence. Donc l'agence qui est le principal partenaire des collectivités pour le financement des projets. Donc, mais il parlera de lui-même. Il parlera mieux que moi sur ce sujet-là. Voilà. Merci. Je vous en prie, Christian Farou. Non mais bonjour à tous et merci aux canalisateurs et à tous les organisateurs. Je pense qu'effectivement, d'une directive européenne et de directive générale de plan eau, de PNAC, les canalisateurs sont aussi là pour écouter ce que les maîtres d'ouvrage et les compétents ont à leur dire sur la gestion des eaux usées et pluviales et comment ça va se traduire pour leur métier. Donc je vais leur céder la parole, hein, c'est le mieux puisqu'on le sait tous, le nerf de la guerre, après avoir dit tout ça, c'est le financement et la transition est toute trouvée. Bon, jusqu'à présent, en tout cas, là, le tableau, il est assez inquiétant. Vous y croyez, vous, à la rénovation, la bonne rénovation, à l'arrêt de ces réseaux unitaires? Vous pensez qu'on aura le temps? Parce qu'entre les plus 4 degrés, entre 2030, entre la DRU 2 et le manque de financement, qui ne sont jamais assez suffisants, on va y arriver? C'est sûr qu'on est devant un mur d'investissement auquel les collectivités locales vont être confrontées. L'un des gros sujets, c'est comment on va financer tout ça, certes, mais comment l'usager va devoir prendre sa partie et comment les politiques tarifaires devront évoluer aussi sur le prix de l'eau, mais aussi de l'assainissement et de la GEMAPI et de la gestion des eaux urbaines pluviales. Donc on en revient toujours à la même chose depuis ce matin, l'eau n'est pas assez chère en France, il va falloir faire payer l'usager. Merci pour cette bonne nouvelle. Christophe Rivinc, comment ça se passe à Alès Agglomération, à la destinée de laquelle vous présidez? Faites-nous un tableau, faites-nous rêver avec votre réseau d'assainissement et d'eau pluviale. Tout va bien? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire rêver, mais vu la tonalité du début de cette conférence, je pense qu'effectivement, nous sommes là pour nous poser les bonnes questions et surtout essayer d'y trouver, me semble-t-il, des réponses collectivement. Moi, deux mots, présentation d'Alès Agglomération à travers son réseau. Je ne vais pas vous présenter la plus belle agglomération de France, je pense que vous la connaissez toutes et toutes. Je veux quand même vous dire que c'est la 5e agglomération d'Occitanie, 150 000 habitants, 145 000, et dont la ville-centre, dont j'ai l'honneur d'être le maire également, est la ville la plus dynamique de France démographiquement depuis 6 ans. Vous verrez pourquoi je dis ça, parce que ça a bien sûr un impact sur la gestion de nos ressources, et notamment de notre eau. Vous dire aussi que l'agglomération d'Alès, comme un certain nombre en France, ont vécu ces dernières années un certain nombre d'évolutions au fur et à mesure des lois, et notamment cette agglomération a grossi de 16 communes, nous sommes aujourd'hui 72, donc ce qu'on appelle une communauté d'agglomération XXL, et en 2020 nous sommes donc venus de par la loi compétents en matière d'eau et d'assainissement. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 4 ans et quelques mois aujourd'hui, nous avons dû prendre en compte un certain nombre de systèmes à la fois de distribution d'eau, de production d'eau et de gestion d'assainissement. Pour vous donner quelques chiffres, Alès Agglomération aujourd'hui, c'est à peu près 1000 km de réseau d'assainissement, 73 systèmes d'épuration, quasiment un par commune. Et donc, en tant que président de l'agglomération et responsable de la gestion de l'eau dans son petit cycle, je me vois contraint à devoir appliquer des lois de façon identique dans des communes suffisamment rurales de 100, 200, 300 habitants perchés dans les magnifiques Cévennes, à la commune d'Alès, 45 000 habitants en milieu avec beaucoup de développement de population, à des zones, on veut dire, de plaine, la plaine du Gardon, la Gardoninque, avec donc des systèmes très différents.
Vous dire aussi que nous avons, sur un territoire comme celui de l'agglomération, récupéré ces réseaux dans l'état dans lequel ils étaient. Et à peine le 1er janvier, et je parle sous le contrôle de mon directeur de la régie, Stéphane Gay, ici présent, le 1er janvier 2020, il a fallu tout mettre aux normes en un jour. Ah bon? C'est-à-dire passer d'un système qui vivotait, qui était peu contrôlé, quand vous aviez des systèmes de gestion d'eau organisés par des territoires de 500, 1000, 1500 compteurs, à un territoire géré par 75 000 compteurs, il se trouve que les normes et les réglementations ont changé du jour au lendemain. Enfin, c'est problématique. Enfin, ça, vous étiez prévenu des années à l'avance, donc les choses allaient changer. Enfin, des années, je ne sais pas, puisque cette loi a fait des hauts et des bas. Elle est venue, elle s'est été annulée, elle est revenue. Vous n'êtes pas pu être surpris quand même, l'État prévient. Oui, oui, c'est cela. Oui, 2-3 ans, on y a travaillé. Et nous, on a beaucoup anticipé. J'aime beaucoup anticiper. Donc, on a fait énormément de travail avec les services, avec les bureaux d'études qui nous ont accompagnés. Mais pour dire qu'en quelques années, il fallait régler à peu près 100 à 200 années de laisser faire, de laisser aller, qui avait conduit les territoires, et au-delà d'Alès, les territoires de la France entière, dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc déjà en préambule, je veux bien dire à tout le monde, quels que soient les propos que je vais tenir après, que bien sûr que j'ai conscience qu'il faut travailler sur l'amélioration de la ressource, sur le maintien de la ressource, sur la qualité de distribution, sur la lutte contre les réseaux fuyards, contre l'amélioration du système d'épuration. Tout ça, je partage. La lutte contre le réchauffement climatique, tout ça, une fois qu'on se l'est dit, c'est bien, c'est joli, on fait la politique et on dit qu'effectivement, tout ça, c'est ce que les gens attendent, il faut le faire. Deuxième chose que je veux dire, tout ça a un coût, je vais y revenir bien sûr, et tout ça s'inscrit aussi dans une loi qui est une loi que vous connaissez très bien ici, mais que nos concitoyens ne connaissent pas particulièrement, c'est que l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que quand on nous enjoint, dans des temps parfois très courts, à porter des millions, des dizaines, des centaines de millions d'euros d'investissement, tout en disant, écoutez, vous vous débrouillez, parce qu'à l'arrivée, vous ne devez pas facturer à l'impôt, mais vous devez facturer à l'usager, il y a un impact non négligeable, et je vais revenir aussi sur les décisions que j'ai été amené à prendre ces derniers jours. Enfin, aussi en préambule, comme ça sera fait, je veux remercier l'Agence de l'eau, principalement pour son aide, parce que sans l'Agence de l'eau, au niveau financier notamment, nous n'arriverions pas à porter ces investissements, mais aussi le département du Gard, qui nous aide bien. Voilà, j'ai fait le préambule, j'ai remercié tout le monde, donc maintenant je peux rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est important. Parlons, par exemple... Parlons sous, tiens. Parlons sous. D'ici 2030, 220 millions à investir, c'est ça. Ah ben écoutez, en 2020, à la reprise des réseaux, j'ai lancé un grand plan qui s'appelait, que j'ai intitulé Alès Agglo EAU 2030. Ce plan n'était pas basé sur mon rêve, n'était pas basé sur mes ambitions. Ce plan était basé sur la réalité, c'est-à-dire qu'il nous fallait investir en moins de 10 ans, de 2020 à 2030, 200 millions d'euros entre l'eau et l'assainissement pour répondre juste aux normes édictées à l'époque. Et ces normes édictées à l'époque, avec le contexte économique de l'époque, avant l'inflation, avant un certain nombre d'éléments, avant le Covid bien sûr, qui nous est tombé dessus depuis. Ça veut dire que ces 200 millions d'euros avaient juste pour objectif, je veux le dire, de remettre les réseaux à peu près aux normes où ils auraient dû être en 2020. Et notamment sur les territoires qui n'avaient pas eu les moyens, du fait que l'eau paye l'eau, de pouvoir investir à juste niveau des obligations réglementaires. Et c'est en ça que je veux dire aussi que cette loi obligeant, même si tous mes collègues élus ne partageront pas la même chose avec moi, avait du bon sens, parce qu'aujourd'hui, entretenir un réseau d'eau, une station d'épuration sur 1000, 2000, 3000, 4000 compteurs devient totalement impossible, puisque les investissements ne sont pas en fonction du nombre de compteurs, mais sont en fonction de la taille du réseau, et de toute façon, vous avez des investissements qui, quel que soit le nombre de compteurs, sont à peu près les mêmes à faire, excepté le volume, mais le reste, les choses, les tuyaux, il faut les faire pareil, que vous branchiez 2 masses ou 4 immeubles de 10 étages, les tuyaux, écoutez, il faut les mettre de toute façon, il faut faire des trous dans les routes, et il faut placer les tuyaux. Donc à partir de ce moment-là, il y a des investissements qui ont besoin, pour être acceptables et rentabilisés, d'avoir un certain nombre de personnes pour les payer. Donc ce plan de 200 millions d'euros, à peu près une centaine, je simplifie, une centaine de millions sur l'eau et l'assainissement, alors certes ça fait plaisir aux canalisateurs, Ah oui, j'imagine. Et donc ici, je pense que j'ai beaucoup d'amis, oui. Mais effectivement beaucoup moins aux usagers que nous sommes tous et toutes, canalisateurs comme élus, et qui payons notre eau. Et à partir de ce moment-là, rien que ce plan d'investissement, une fois qu'on diminuait les subventions que nous pouvions espérer, ça a conduit quand même chaque année depuis 2020 à une augmentation de 7%
du prix de l'eau et de 7%, j'arrondis à peu près, suivant les réseaux, du prix de l'assainissement. Ça veut dire que politiquement, déjà, il fallait être courageux, je le dis, pour pouvoir faire supporter ce genre de décision. Mais il se trouve que quand on communique et qu'on explique, les gens étaient prêts à l'accepter. Mais courageux pour faire accepter une augmentation qui est liée au fait que d'autres élus ne l'ont pas été et ont pris le problème au dernier moment, à vous entendre. Exactement, et voilà. aussi pour dire aussi Il n'y a que pas que quelque l'État, part, donc qui vous met devant le fait accompli. ah ben, on nous met dans le fait accompli, mais au-delà effectivement de celles et ceux qui avant nous n'ont pas fait le boulot parce qu'ils n'avaient pas les moyens, il y avait aussi le législateur et la Commission européenne qui prennent des décisions parfois en dépit du bon sens, et en tout cas qui ne s'adaptent pas au territoire. L'un de mes grands combats sur ce domaine comme sur beaucoup d'autres domaines, c'est d'adapter nos lois au territoire. J'en veux pour preuve si on parle que des eaux résiduelles urbaines, la fameuse DRU 1, 2, 3, j'en sais rien, qui va nous contraindre. Oui, on est à 2, mais je pressens qu'il y aura une 3 puis une 4. Tout ça s'accélère dans le temps, qui a pour objectif tout simplement de séparer les eaux et de ne pas mettre les eaux claires au système d'épuration. Traite d'égale façon en fait les stations de la Somme, par exemple, que les stations en Cévennes sur une ville comme Alès. Ça, c'est quelque chose qui me met très en colère parce que pour plein de raisons techniques que tout le monde peut comprendre, gérer des eaux en Cévennes et gérer des eaux à Amiens, et j'ai rien contre Amiens en disant ça, j'espère bien, n'ont aucun rapport. Alors, j'ai fait un petit calcul que je vais vous livrer sur les eaux résiduelles urbaines quand même, parce que j'aime bien parler. C'est très simple, hein, mais... Et comme j'aime beaucoup les calculs et les sciences, je vous ai pris cette... pas trop long, pluie, hein. Pas trop long. Non, ce sera court, vous inquiétez pas. J'ai fait plein de calculs. C'est lié sur une pluie de 130 mm sur 3 jours. Dans la cité alésienne, dans laquelle, effectivement, comme beaucoup de villes de cette époque-là et de cet âge-là, les réseaux sont unitaires parce que construits depuis de très nombreuses années. Donc, pour vous dire, sur la seule ville d'Alès, nous avons 39 km de réseaux unitaires. Tous en cœur de ville. Ce sont des réseaux bâtis pour certains, donc ils passent sous des maisons, sous des avenues, sous des routes. Voilà. Si nous avons, ce qui arrive de temps en temps, en 3 jours, 130 mm d'eau qui tombe sur les Cévennes, les fameuses pluies cévenoles ou les épisodes méditerranéens. Si on calcule 130 mm en 3 jours, cette pluie engendre 65 000 m3 par jour de débordement du réseau unitaire dans le Gardon d'Alès, le fameux Gardon d'Alès, connu internationalement, pour un débit du Gardon d'Alès dans ces périodes-là de l'ordre de 18 millions de mètres cubes par jour. 18 millions contre 65 000 mètres cubes de débordement par jour. Donc dans cet exemple-là, et c'est un exemple, mais c'est la valeur de l'exemple, il se trouve que du coup, la dilution des eaux de débordement des réseaux unitaires pèserait à peu près 0,4% du débit du Gardon. Donc pourquoi faire des travaux qui aurait aucun impact directement sur l'environnement. Je dirais même que dans d'autres villes, effectivement, où les pluies et les eaux stagnent pendant plusieurs jours, on n'est pas du tout dans les mêmes schémas. Donc c'est vrai qu'on doit pouvoir adapter la loi, et notamment les directives ERU, à la spécificité des territoires. Et pour terminer, si concrètement, j'ai appliqué cette loi DRU aujourd'hui, j'ai fait chiffrer par les services, au bas mot, on a une centaine de millions d'euros à investir, centaines de millions d'euros pour une ville de 45 000 habitants, sachant qu'effectivement il faudrait impacter ces sommes-là, diminuer les subventions qui seraient quand même pas à hauteur de ce qu'on pourrait espérer, et donc ça augmenterait considérablement le prix de l'eau, certes, mais en plus de tout, expliquer aux habitants d'une ville que pendant 10 ans on va défoncer leurs rues, démonter leurs immeubles pour essayer de passer le réseau unitaire, je suis pas sûr que ce soit socialement, économiquement, écologiquement acceptable également. Donc vous voyez à travers ce petit exemple et ce petit calcul très simple que j'ai fait, pour vous dire que les textes doivent être appliqués au cas par cas et doivent faire en sorte qu'ils répondent à la fois bien sûr à un besoin environnemental que nous partageons, mais surtout à une possibilité de les mettre en œuvre au niveau économique et au niveau écologique. Et je termine, on y reviendra peut-être, que j'ai décidé de présenter au 1er janvier dernier une évolution de mon plan Alès Agglo 2030, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'augmentation de ces réglementations, il faut aller encore plus loin. Inflation, Covid, normes qui augmentent. Il a fallu trouver encore une quarantaine de millions d'euros aujourd'hui pour continuer à nous mettre aux normes que nous avions décidé d'obtenir à ce fameux plan Alès Agglo 2030. Et donc c'est encore aujourd'hui une augmentation environ de 7 € par mois pour l'eau, 7 €
pour l'assainissement que nous avons dû appliquer au 1er janvier de cette année à la population, pour juste mettre en œuvre le plan que nous avions voté il y a 5 ans. Vous imaginez, pour les familles, je reçois en ce moment beaucoup de courriers et je veux vous sensibiliser là-dessus, notamment les petits consommateurs qui sont peut-être les personnes à plus grande difficulté, qui voient leur eau en pourcentage, leur prix du mètre cube exploser. Parce que j'ai souhaité, et je l'assume, appliquer cette augmentation au prix de la part fixe. Parce qu'on est confronté aussi à un autre qu'il faut que nous prenions en compte. On ne peut pas avoir quelque part au niveau national des directives qui nous poussent, et c'est une bonne chose, à moins consommer d'eau, donc à moins prélever et à moins distribuer, puisqu'on rentre dans ce cas-là dans ce que j'appelle le cercle vicieux de l'eau, c'est-à-dire qu'on diminue l'eau vendue, on diminue nos recettes. Donc ça fait moins de sous. Donc il faut augmenter le prix pour pouvoir payer nos services de l'eau. En augmentant le prix, on pousse les gens à moins consommer, et ce qui va dans le bon sens, et on tombe un cercle vicieux, ce qui fait qu'un jour, comme j'annonce depuis 10 ans, l'eau assainie coûtera environ 10 € du mètre cube. On va y arriver dans les années prochaines. Et là, je me demande si on sera dans l'acceptabilité sociale et économique. Et c'est ça la grande question. L'environnement, j'en suis un grand défenseur, mais je crois que l'acceptabilité de la population, c'est ce qu'il faut que nous prenions en compte à la fois dans le cadre des travaux et à la fois dans le cadre du prix. Parce que qu'est-ce qui va se passer? J'en termine, excusez-moi. Oui. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui me passionne et dont je mais il n'y aura pas qu'un tour de table. C'est que tirez pas toutes vos cartouches tout de suite. Oh non, mais j'ai plein d'autres cartouches, ne vous inquiétez pas. Bon. C'est que quelque part, ce qui va se passer, vous savez pas des cartouches, des cartouchettes, c'est des réflexions que je lance. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont faire comme ils faisaient avant, ils vont inverser leur compteur, ils vont faire des forages, et ils vont mettre en place des systèmes qui vont permettre de contourner et qui vont encore aggraver le système. Donc voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, au niveau économique, au niveau financier, au niveau environnemental, et je demande plus que jamais aujourd'hui que le législateur notamment, et je lui en parle, comptez sur moi pour en parler à tous les niveaux où je peux intervenir, le législateur remettre à plat ces directives, qu'on continue dans cet esprit, mais qu'on applique ces directives et que quelque part l'État, s'il nous contraint à faire des choses, qu'il nous finance, et notamment à travers les agences de l'eau, à travers toutes les collectivités qui peuvent nous aider, ou alors qui change complètement le système de l'eau paye l'eau et qu'on regarde comment une fiscalisation, qui c'est qui peut payer ce genre de choses. Je peux vous parler aussi tout à l'heure des PIFA, je peux vous parler des TFA, je peux vous parler des CVM, de tout ce qui va en plus de ça contraindre aujourd'hui tous nos réseaux et qui va à l'arrivée faire que le remède sera pire que le mal. On vous a compris, merci. De toute façon, Alès, c'est pas la plus belle ville de France, vous êtes trompé, c'est Lille. Alors là, on peut en débattre. J'aime beaucoup Lille aussi, mais Alès, c'est encore plus beau. Mais non, c'est pas vrai. Nicolas Bataille, communauté de communes de Roussillon, vous renouvelez 2% du réseau chaque année, c'est ça? Bonjour. Oui, quasiment, oui. Quand on dit 2%, on élargit un peu, on est aux alentours des 1,8, 1,9%. Et c'est un réseau que vous connaissez bien? C'est une petite surface. En gros, aujourd'hui, le PCI Sud-Roussillon, l'intercommunalité Sud-Roussillon, c'est 6 communes, c'est 35 000 personnes DGF avec de fortes variations saisonnières, puisque l'hiver, on est aux alentours des 17 000 et l'été, on va monter jusqu'à 60 000 équivalents habitants sur l'intégralité. Et un mode économique qui nous permet de repenser en fait tout l'investissement sur le réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent chez vous? On essaye de gérer différemment, mais parce que parce qu'on a le pouvoir, c'est un système qui est plutôt familial, donc on arrive à discuter très facilement et à intégrer, externaliser les choses qui pourraient nous coûter cher en interne et réinternaliser ce qui nous coûte peu d'argent. Donc c'est vrai que 2% ça paraît, mais c'est des choix, c'est une dynamique qui a été prise. Notre président a déterminé une stratégie, on a un projet de territoire qui est simple. On sait que 80% de la surface du territoire est plutôt dédiée au tourisme. Donc en gros, une très forte agression au niveau du soleil, des sols, voilà, donc des renouvellements routiers qui vont être essentiellement faits tous les 50 ans, 60 ans. Donc on a prévu en fait de suivre ces renouvellements et d'intégrer nos renouvellements à cette dynamique-là. Ce qui nous permet, avec un choix qui a été fait, qui a été long à prendre, mais qui nous a permis d'avancer, c'est le tout plastique, qui nous permet d'avoir des cadences qui sont quand même beaucoup plus importantes au niveau. On est bloqué sur d'autres sujets, les remontées neuves, ce genre de choses.
Et effectivement, ça nous permet de renouveler ces réseaux. 2%, ça veut dire qu'il va nous falloir 50 à 60 ans pour renouveler l'intégralité des réseaux. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Et donc quand vous aurez fini le renouvellement, il faudra renouveler ce qui a été renouvelé. Il faudra recommencer. C'est un perpétuel recommencement. Évidemment. C'est pas, voilà, on est voilà. Donc c'est des masses financières qui sont appliquées, qui sont calculables. Vous voyez, pour vous donner un exemple, là je viens de terminer 80% de la part investissement du mandat 2026-2032. Je sais où est-ce qu'on va mettre l'argent là, mais parce que c'est un territoire qui nous le permet, c'est-à-dire que je comprends que sur des surfaces qui sont beaucoup plus importantes, ça soit beaucoup plus compliqué, que ce soit sur les schémas directeurs d'eau potable, d'assainissement, pluviaux ou même de réhute, puisqu'on est en train de lancer des schémas directeurs réhute aujourd'hui dessus. Voilà. Donc, vous souhaitiez revenir sur les propos de votre voisin? C'est exactement ça. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit, parce qu'aujourd'hui, on a une législation qui est en train d'évoluer. C'est du marketing, c'est très simple. Aujourd'hui, on a des intrusions d'eau. On n'a peut-être pas les mêmes problématiques. Notre problématique première aujourd'hui, c'est pas que l'eau sorte du réseau, c'est l'eau qui rentre dans le réseau par les remontées de nappes, par exemple. Pour vous donner un exemple, la station d'épuration de Saint-Cyprien prend en moyenne l'hiver 3500 mètres cubes au jour. Un jour de pluie, c'est 20 000 mètres cubes. J'ai pas un mètre d'unitaire chez moi, mais on fait de la prophylaxie sur de la construction de front de mer qui fait que quand vous avez un gros coup de mer, on préfère pomper l'eau qui va tomber pour la renvoyer vers la station d'épuration et donner un peu de temps, un peu de délai. Mais sur des épisodes Sevenol qui vont tendre plus loin, effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué de le gérer. Mais on se donne du temps, on essaye d'aller à contrario de ce qui a été fait pendant des années, c'est-à-dire évacuer le plus rapidement possible ces eaux des systèmes où on vit vers le milieu naturel. Aujourd'hui, on essaie l'infiltration, mais sur ces systèmes ça ne marche pas tellement, on essaie de ralentir les systèmes, ce qui nous permet de tenir ou d'absorber beaucoup plus facilement. Autre phénomène, on a effectivement un réseau qui est vieillissant, ça a été dit, on a des intrusions d'eau. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec et comment est-ce qu'on le valorise? On vient de traverser une grosse période de sécheresse qui nous a obligés à changer notre fusil d'épaule. Moi, je pompais allègrement 3000 m3 entre le Pliocène et le Quaternaire. Du jour au lendemain, on est passé à 2400 m3 de prélèvement avec 2 400 000 m3 de prélèvement avec 2 millions de ventes à peu près, puisqu'on a environ 85-86% de rendement à peu près sur le réseau. Ça aussi, aller chercher des points supplémentaires de rendement réseau, c'est inutile. Ça coûte extrêmement cher par rapport à ce que ça nous apporte derrière. Donc il y a tout un équilibre financier qu'il faut qu'on regarde quand on le projette. Des choses qui sont importantes, c'est comment est-ce qu'on peut se servir de ce déficit pour améliorer notre vie de tous les jours. La réhute en est une. Si j'apporte plus d'eau sur une station d'épuration parce que j'ai des remontées de nappes, c'est peut-être des volumes qui, à travers la réhute, pourraient être revendus derrière pour valoriser du fonctionnement. Donc en fait, comment est-ce qu'à travers de l'investissement, je comble des déficits de fonctionnement derrière? Et c'est tout l'exercice qu'on a aujourd'hui. Je réitère, on est sur une PCI de 35 000 DGF, ce qui n'est pas peut-être applicable à des systèmes DGF beaucoup plus grands et beaucoup plus difficiles à maîtriser. Voilà. Donc, et le coût, vous le faites porter, vous avez fait augmenter les factures. Alors, financer tout ça. C'est très simple. Si je vous dis que j'ai calculé l'investissement au moins 80%, puisque c'est un Pareto, il faut vraiment qu'on s'attende de toujours, vu que les systèmes sont extrêmement vieillissants, et ça a été abordé par Gaxieux, on a toujours des coups durs qui apparaissent, il faut toujours garder un peu de liquidité pour pouvoir absorber ce genre de choses. Donc, l'outil administratif, les accords cadres mixtes nous permettent en fait de réagir très très rapidement. Poser 1 million, 2 millions sur la table en 2 mois pour refaire un projet, c'est pas quelque chose qui est dérangeant. C'est quelque chose qui, ça y est, commence à être accepté par la collectivité et on met de côté certains projets par rapport à des choses qui sont beaucoup plus... Mais c'est de la discussion. Et comme je le disais, le système familial le permet. C'est-à-dire que le dialogue avec le président, les prises de décision, on n'intervient pas sur la stratégie et sur la finalité. Nous, c'est le processus, c'est le chemin, c'est la tactique. C'est comment est-ce qu'on va atteindre en économisant et en essayant de réduire nos coûts, en fait. C'est ça qui est très important pour nous aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, on a 80%. Et du moment où on a ces 80%, ça veut dire que je peux me projeter sur un prix de l'eau. D'accord. La sécheresse, quand on a vu les prémices de la sécheresse, la première des choses, c'est qu'on a estimé les pertes. Et en fonction de l'estimation des pertes, sur la validation du prix de l'eau, j'ai fait une augmentation du prix de l'eau. D'accord. On savait que 25% de pertes, j'allais avoir, malgré les rendements que j'avais, et l'eau qui n'était pas payée par les collectivités sur les arrosages d'espaces verts et ce genre de choses. Ce qui est très bien, c'est que ça a permis aussi une prise de conscience sur l'utilisation qui aujourd'hui commence à rentrer dans les mœurs. Ça nous a permis en fait de calculer un prix de l'eau
à lisser et choisir peut-être les moments, les temps politiques. Ça aussi, c'est très complexe, parce qu'on parlait de courage, et c'est vrai qu'il en faut pour prendre ces décisions d'augmenter le prix de l'eau. Mais ça permet d'avoir un prix de l'eau qui paye l'eau. On a vu là, tous la course à l'échalote dans les canards du coin qui disaient ah, moi je suis le moins cher, mais on se retrouve avec des systèmes en déficit derrière qui nous obligent à faire des investissements immédiats où on va payer, parce que c'est pas préparé, 20, 30, 40% en plus par rapport à ce qu'on aurait dû investir normalement si ça avait été préparé en amont. Donc effectivement, c'est toute une stratégie qu'on déroule et qu'on met en place. Je réitère tout le temps, c'est une petite structure qui le permet aujourd'hui, c'est une espèce de marmite où on peut essayiste, où on peut essayer beaucoup de choses et qui nous permet aujourd'hui de nous projeter et qui permet aussi de faire des projections sur de la prophylaxie future. Je parlais de réutilisation, on en parlera tout à l'heure. On en parlera, oui. Mais aujourd'hui, je pompe 2 millions entre le 2,4 millions entre le Piocène et le quaternaire, et je vais produire 1,5 million de réutilisation des eaux. Ce qui va réduire mes volumes de vente d'eau, mais qui va me permettre de réduire aussi les volumes de prélèvement. Et peut-être qu'en clé de répartition globale sur l'ensemble d'un territoire, eh bien, on pourra donner des droits d'eau de prélèvement à des communes qui sont réduits demain, sans tirer 1 mètre de canalisation. Ça, c'est des choses, voilà, c'est de la réflexion. Aujourd'hui, c'est de l'idée. Mais le système nous le permet aujourd'hui, nous permet d'avoir un peu de marge, un peu de régulation, et nous permet de nous projeter sur quelque chose qui est fiable. Donc je disais, effectivement, je vais mettre 50 ans à renouveler complètement mon réseau en tout plastique et à, je dirais, quelque part, empêcher l'eau de rentrer dedans, mais cette eau, je l'ai aujourd'hui, donc autant la mettre à profit tous les jours, en la valorisant, même à 20 centimes du mètre cube revendu, sur quelque chose qui me permet de rentrer un peu de recettes pour combler mon fonctionnement. Laurence Burgot, vous, votre réseau, vous le connaissez mal. Vous illustrez ce qui a été dit tout à l'heure en début de table ronde. Vous le connaissez mal et votre première priorité, c'est d'améliorer la connaissance du réseau. Comment c'est possible de ne pas connaître ce réseau ? Alors on va un peu nuancer le propos. On a effectivement au niveau de la connaissance des réseaux, on a une connaissance, on sait que le réseau, où passe le réseau et dans quelle rue ils sont, mais comme a dit Gaxiou au démarrage, aujourd'hui les sous-sols sont encombrés de réseaux et ce qu'on nous demande, c'est pas simplement de savoir si le réseau est à droite ou à gauche de la rue, mais à 50 cm près où est-ce qu'il est. Et le sujet sur des réseaux d'assainissement, c'est aussi de bien maîtriser à quelle profondeur il est. Et ça, cette connaissance, aujourd'hui, il faut on l'a, mais il faut qu'on l'affine pour pouvoir plus facilement mener des projets sur ces aspects-là. Et au travers de la connaissance, il y a la connaissance de où sont les réseaux et à quelle profondeur, de façon très très précise aujourd'hui. Mais il y a aussi dans la connaissance, le terme connaissance que j'y mettais dedans aussi, c'est que on voit bien qu'on a des budgets contraints. Et qu'on ne peut pas renouveler toutes les canalisations à un rythme aussi important qu'on voudrait. Donc vous priorisez. Et donc il faut qu'on priorise. Et pour prioriser, il faut bien connaître l'état des réseaux. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément les réseaux les plus anciens qui sont en plus mauvais état. Des fois, c'est des réseaux assez récents. Et donc, on mène... Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont été mal posés, le matériau était mauvais, les travaux ont été ni fait ni à faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça peut être un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, effectivement, dans l'assainissement, on a posé des matériaux qui peuvent être très différents. On a eu des effets de mode, un petit peu, sur les matériaux qu'on posait. Il y a une époque, on posait beaucoup d'amiante-ciment. Et aujourd'hui, on voit que ces réseaux en amiante, c'est les plus anciens. C'est dans les cœurs de ville et il y a une réglementation amiante qui font que aujourd'hui c'est les plus anciens et pour les retirer ça a un coût très important puisque la réglementation sur l'amiante a fait grimper le prix de démolition de ces réseaux de presque à 30 à 40%. Mais il y a aussi la mode de tuyaux. Alors on parlait du tout plastique, mais dans l'époque du tout plastique, il y a eu les premiers tuyaux plastiques. C'était pas des années 80, il y en a qui sourient dans l'Assemblée, c'était pas effectivement de très bonne qualité parce que souvent c'était des épaisseurs assez faibles et puis c'était pas forcément adapté à certains sols qui sont très durs.
Et donc, on peut se retrouver avec finalement des canalisations qui vont casser ou qui vont s'ovaliser beaucoup plus vite que finalement mon unitaire qui est en béton, qui est bâti en pierre, qui est dans le cœur de ville de Montpellier, où finalement, il a peut-être de temps en temps des problèmes d'étanchéité. Mais si on refait l'étanchéité, c'est des réseaux qui peuvent dépasser facilement les 100 ans sans trop de difficultés. Voilà. Pour donner quelques éléments sur ces... Donc ce que vous dites, c'est adapter ce que vous demande l'État, la directive européenne, à la réalité du terrain, à la réalité de votre réseau, du matériau à son usage. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et, effectivement, on a des sols, quand on parlait de divergence sur le territoire, effectivement, si on regarde sur le nord de notre territoire, on a des terrains très rocheux qui demandent un certain type de canalisation. Et à l'inverse, on a aussi à poser des canalisations du côté de Latte, Pérol, où on a des terrains finalement sableux, vaseux, avec de l'eau salée au niveau des nappes qui vont être agressives pour les tuyaux. Donc il n'y a pas que l'eau à l'intérieur qu'il faut prendre en compte, mais c'est aussi le sol où on pose la canalisation. Et donc tous ces éléments-là peuvent avoir... donne des éléments très différents sur le coût du mètre linéaire et sur la capacité à renouveler. Et donc, nous, on n'est pas forcément tout matériau. Aujourd'hui, on cherche à sortir un peu de ces effets de mode, justement pour avoir une variété de matériaux qui est plutôt adaptée au contexte, au sol et à la qualité des eaux qu'il faut transporter. Voilà. Pour améliorer la connaissance du réseau, je reviens à ça, vous avez le petit chariot radar qui regarde ce qui se passe sous la route ou Aujourd'hui, effectivement, la technologie là-dessus a beaucoup évolué et c'est très intéressant parce qu'on fait effectivement des inspections télévisuelles, c'est-à-dire qu'effectivement on envoie des caméras à l'intérieur des réseaux. Alors avant, il fallait vider les réseaux, les nettoyer pour aller passer le petit chariot pour regarder l'état et enregistrer l'état du réseau. Aujourd'hui, on a l'avantage de pouvoir, sur les plus gros diamètres, y aller carrément avec des drones. On va avec des drones inspecter et là, on n'a pas besoin d'arrêter finalement les eaux usées, les écoulements et on peut aller inspecter via des drones. Alors, il y a des drones volants. On a aussi du matériel. Oui, voilà, pour aller souterrain. Ouais. Alors, on n'est pas à Paris, à Montpellier, c'est-à-dire qu'on n'a pas des réseaux, on a très peu de réseaux qui sont visitables où on peut aller se rendre à pied. On est sur des diamètres, alors même si des fois on a des diamètres jusqu'à 2 mètres où on peut y aller à pied, on a quand même beaucoup de réseaux qui sont plutôt 1000, 1200, donc 1 mètre, 1 mètre 2. Là, vous n'envoyez pas forcément quelqu'un, mais un drone, par contre, c'est très adapté pour aller faire l'inspection. Des petits bateaux aussi qui flottent avec du matériel. Ah, vous vous amusez donc? Oui, voilà. Il y a, sur l'inspection des réseaux, on peut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens pour pouvoir aller examiner finalement l'état de ces réseaux et pour s'en servir, pour mieux prioriser et se dire, ben voilà, oui, certes, j'ai pas un budget infini. À la métropole, on investit chaque année à peu près 9 millions d'euros dans tout ce qui est renouvellement de réseau. Ça fait, effectivement, je suis dans la moyenne nationale, dans ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'on est à 0,6% par an. Donc c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup parce que ça suppose une durée de vie des réseaux qui dépasse les 100 ans, plutôt 150. Il faudrait plutôt être à 1%. Par contre, effectivement, quand je dis à mon maire que je vais faire 9 km de tranchées dans sa ville tous les ans, lui trouve que c'est déjà beaucoup trop. Voilà. Mais effectivement, il faudrait qu'on soit plus près de 15 km par an si on voulait être sur un bon rythme. Mais ça suppose de multiplier par 2 les budgets, les chantiers, les budgets. Et du coup, ça supposerait effectivement d'augmenter encore le prix de l'assainissement par rapport à aujourd'hui. Là, vous êtes à combien et il faudrait qu'il soit à combien? Alors là, on est à 9 millions sur du renouvellement. Au niveau du prix de l'eau. Au niveau du prix de l'eau, on est à... alors que sur la partie assainissement, on est à 1,67 € le mètre cube. Et vous aimeriez que cela monte à combien? Là, c'est pas ce que j'aimerais, c'est ce qui est... Je pense qu'on va poser la question dans le sens inverse, et aujourd'hui c'est comme ça qu'on le fait, c'est qu'on regarde notre plan pluriannuel d'investissement. On essaie de voir sur le poste de renouvellement de réseau si on le multipliait avec les chantiers à venir, c'est aussi ça de la DRU2. On regarde ce qu'on est capable d'investir et finalement ce qui est supportable en prix pour l'abonné. Alors l'eau potable complète, on est à 3,40, hein,
tout compris, 3,40. On est dans la fourchette basse nationale. C'est-à-dire qu'on a effectivement des marges pour pouvoir facturer un peu plus cher. Oui, en moyenne nationale, on est à 4 des brouettes. Hein, ouais, on est un peu en dessous. On a des marges de manœuvre, effectivement, encore. Bon, bah ça va alors. Oui, c'est pas On peut désespéré. trouver de l'argent, vous vous plaignez là depuis tout à l'heure, Oui. ça coûte cher, il y a l'État, l'Europe, faut se dépêcher. Il y a des marges de manœuvre quand même. Il y a quelques marges de manœuvre, tout à Bon. fait. Enfin, sur le territoire de Montpellier, on a encore des marges de manœuvre, tout à fait. Jean-Michel Axès, l'intitulé de votre métier me plaît beaucoup, directeur du cycle de l'eau. C'est-à-dire que par votre fonction, vous vous imposez à tous les autres services. Quoi qu'on fasse, on doit en référer à vous, parce que l'eau est le plus important dans votre commune. Je ne m'oppose pas aux autres services, on travaille en collaboration avec les autres services, mais... C'est intéressant quand même comme titre de métier. Cycle de l'eau, oui, mais puisqu'on s'occupe de tout ce qui est eau, la seule compétence qui m'échappe, c'est la protection incendie. Ah bon, ils n'ont pas voulu. C'est les communes qui l'ont gardé, mais effectivement, on traite toute l'eau, à la fois de la production jusqu'à la distribution aux abonnés, mais aussi l'entretien des rivières, enfin, puisqu'on gère le budget GEMAPI, même si on le délègue à des syndicats. On travaille évidemment sur la GEPU. Oui, on a une action assez verticale dans le domaine de l'eau, si je puis dire. Alors parlez-nous assainissement et eau pluviale chez vous, ça se passe comment? Alors, c'est deux sujets différents. Alors l'assainissement, je ne dirais pas mieux que mes collègues avant, c'est-à-dire que ça commence par une bonne connaissance de nos réseaux. On les connaît relativement bien. Est-ce qu'on est en précision à voir? Mais évidemment, on a pour ça des éléments, des outils qui s'offrent à nous, comme les schémas directeurs, financés notamment par l'Agence de l'eau, qui nous permettent de mettre à jour nos connaissances. Ce qui est important aussi dans l'assainissement, c'est le taux de renouvellement. Je ne suis pas très loin de Montpellier, hein, en 0,6 en renouvellement. Alors la question du renouvellement, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Et dans la théorie, on se dit tous, puisqu'on fait des PPI, des plans pluriannuels d'investissement, commune par commune, on regarde l'État à travers les SIG, la connaissance de nos réseaux, voilà, il faudrait les changer. On travaille avec la régie, puisque nous, on a un territoire qui est assez particulier, 80 000 abonnés, une partie rurale hein, qui a une régie, et la partie côtière avec 2 DSP. Comme mon collègue Nicolas Bataille, on est 135 000 en hiver, 350 000 l'été, avec des filières d'assainissement compliquées, des réseaux d'assainissement compliqués à gérer pour les... Et tout est dimensionné pour ce pic, justement. Et justement, voilà. Et donc, pas un travail facile pour nos délégataires ou pour la régie, mais la régie, c'est un peu moins le cas que la partie côtière. Et donc, pour revenir à la connaissance du réseau, oui, on travaille là-dessus. Et la réalité par rapport à la théorie, si on a un plan de renouvellement, etc., on est aussi pris par le quotidien. Et le quotidien, c'est les exigences des politiques pour qui on travaille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est au service des maires et de nos dirigeants. Et il y a des fonds de concours, des plans de renouvellement de voirie, des options aussi sur des aménagements de villages, etc. Et on se retrouve très souvent à courir un petit peu derrière ces programmes-là, faire des diagnostics, passer des ITV avec, en propre ou par nos délégataires ou nos sous-traitants pour essayer d'avancer. Donc, si vous voulez, on ne colle pas au plan de renouvellement qu'on avait prévu. Ça c'est assez compliqué en fin de compte à gérer. Donc, sur l'assainissement, du coup, comment on peut gérer ce taux de renouvellement qui est bas? Comme on l'a dit, c'est un handicap. Il y a une voie qui a été choisie à Narbonne il y a longtemps, bien avant que j'arrive, donc je ne tire aucune gloire, mais c'est un choix de matériaux. On peut se dire, on va prendre des matériaux particuliers qui nous permettent d'avoir une certaine durée, peut-être plus que 50 ans. Par exemple, dans l'assainissement, on pose beaucoup de grès, ce qui a l'avantage de mieux résister à l'H2S, etc. Ça demande aussi une technicité aux canalisateurs, mais ils sont formés pour. À Narbonne, ils savent le faire. Ils le font bien, et donc on a ces options-là qui nous permettent en fait de tricher un petit peu avec le taux de renouvellement, puisqu'on sait que sur du grès, on n'aura pas un taux de renouvellement à tous les 50 ans, 100 ans, etc. Donc on travaille aussi sur la qualité des matériaux que l'on pose. Je rejoins ce que disait Laurence Burgot, c'est-à-dire que la connaissance des réseaux, certes, physiques, où ils passent, la qualité de l'eau qu'on y fait passer, la vitesse de l'eau, les charges qu'il y a, mais aussi les sols, l'environnement, tous les contextes. Ça nous arrive là encore récemment d'avoir Enedis qui a posé des câbles et qui nous crée des conduites vagamment, et on est obligé de changer une conduite qui a 5 ans, quoi, en fonte, parce qu'elle a été complètement détruite par... Donc la connaissance, certes, du tuyau, mais aussi de l'environnement, c'est-à-dire, comme elle disait, les rues sont très occupées,
les sections, savoir ce qui passe, etc. Et ce travail-là, c'est un travail énorme, colossal, extrêmement coûteux. Oui, vous dites tous à peu près la même chose. En fait, c'est un travail impossible à réaliser. Pas impossible, il faut investir. Il faut investir. Et quand vous avez fini d'un côté, il faut recommencer de l'autre, eu égard à l'inertie du système et autant qu'il faut pour renouveler le réseau. C'est les Shadocks, l'assainissement. Oui, comme l'eau potable. Enfin, je veux dire, il faut essayer d'arriver à rattraper le retard. Aujourd'hui, les dirigeants précédents ont un peu poussé devant nous une boule de neige. Et qu'on voit au fur et à mesure, si on ne rattrape pas, la voir grossir, etc. Donc il nous faut trouver des astuces, je disais les matériaux, la connaissance, être opportuniste, parce qu'il peut y avoir des canalisations de même matière qui peuvent durer certaines 50 ans, mais d'autres 80, sans problème. Donc il faut regarder, le diagnostic est très important. Schéma directeur, diagnostic, ça ce sont des éléments qui sont des éléments de choix dans l'investissement, clairement. Michael Balayi, Agence de l'eau. Oui, bonjour à tous. Eh ben moi, j'aborde le sujet des réseaux d'assainissement avec un autre prisme, puisque l'émission première de l'Agence de l'eau, c'est les milieux aquatiques. Donc c'est à travers cette vision des milieux que j'intègre cette politique de l'assainissement. Donc les milieux aquatiques et leur état, ils reposent sur trois piliers qui sont la morphologie, la quantité et la qualité. Donc c'est à travers le volet qualité et la lutte contre les pollutions domestiques que l'Agence de l'eau œuvre au financement de ces chantiers d'assainissement. Vous rappelez la mécanique financière de l'Agence de l'eau aussi, c'est important parce qu'en fait on œuvre, on finance, mais d'où viennent nos ressources? Il faut savoir que l'Agence de l'eau a sa propre fiscalité, hein, elle met en application le principe pollueur-payeur ou préleveur-payeur. Donc elle va directement collecter une redevance auprès de l'ensemble des usagers, hein, tout le monde est concerné, hein, le particulier, la collectivité, l'industriel, même le pêcheur à travers sa carte de pêche va contribuer au budget des agences de l'eau. Et ce budget va servir à financer des opérations qui sont vertueuses pour les milieux aquatiques. Donc nous voilà rentrés dans le milieu de l'assainissement et comment on va intervenir pour accompagner les collectivités qui l'ont dit, ont d'énormes besoins financiers pour renouveler leur réseau d'assainissement. Mais avec une directive, hein, la directive 2, la DERU 2, qui semble à nos amis inéquitable parce qu'égalitaire, qui considère tous les territoires à l'aune d'un même critère. Tiens, ça rime ce que je viens de faire, je n'avais pas fait attention, j'ai fait une assonance. Vous en pensez quoi ? Tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne, hein. On a beaucoup parlé de collectivités urbaines là, hein, sur le plateau, mais on a aussi des territoires ruraux. L'abaissement des plafonds de pollution sera le même de toute façon. De toute façon, il faut œuvrer pour les milieux. Donc nous, notre porte d'entrée, les milieux, on s'appuie sur le SDAGE, donc la directive 4 sur l'eau qui nous fixe un bon état des milieux aquatiques. Et derrière, on a notre outil de bassin versant, le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc ici, sur notre territoire, on est sur le bassin versant Rhône-Méditerranée. Donc ce document, il fixe les grandes orientations, les grandes priorités d'action pour répondre à cette problématique des milieux aquatiques. Et derrière, l'agence, à travers ses programmes d'intervention, va décliner ces orientations et va accompagner financièrement les maîtres d'ouvrage. Donc on a par exemple une notion de budget pour le budget de l'agence Rhône-Méditerranée-Corse. Hein, c'est de l'ordre de 600 millions d'euros pour cet usage de budget par année. Non. Ah, d'accord. De budget général pour l'agence de l'eau d'intervention. Mais sur la problématique de l'assainissement, c'est quasiment un tiers qui lui est dédié, 200 millions d'euros par an. Donc voilà pour rappeler les chiffres. Ça semble peu au regard de ce qu'on vient d'entendre, 200 millions d'euros. Oui, par an, mais effectivement, et sur un territoire, je parle du territoire Rhône-Méditerranée-Corse, donc qui couvre Belfort, Perpignan, Nice, hein, pour faire très simple. N'oubliez pas la Corse, et la Corse. Et la Corse, effectivement, qui a un programme particulier. Voilà. On a quand même des prérequis, hein, comme vous l'avez dit, on ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble, on n'a pas un budget infini, donc du coup on a des règles de priorisation. Hein. Là aussi, nous aussi, on n'intervient pas sur l'ensemble des travaux des collectivités. Hein. Un prérequis sur la connaissance, donc on a soulevé le sujet tout à l'heure. Il faut que les maîtres d'ouvrage aient une connaissance suffisante de leur réseau, donc à travers notamment les schémas directeurs. Aujourd'hui, donc, on vient d'engager notre 12e programme d'intervention qui a commencé donc en 2025. Et c'est un prérequis pour l'intervention sur les réseaux d'assainissement. On demande aux collectivités de disposer d'un schéma directeur d'assainissement de moins de 10 ans. Donc sinon, vous ne le faites pas, vous intervenez pas. Sinon, voilà. C'est dans nos règles de priorisation, on va passer aux collectivités qui connaissent et du coup qui peuvent elles aussi planifier et prioriser, qui ont une stratégie. On ne souhaite pas intervenir sur des travaux opportunistes
Voilà, on essaye de mettre l'euro à l'endroit où il faut le mettre pour avoir le plus d'efficacité. Ça, c'est la règle d'intervention de l'agence de l'eau. Et également, on a parlé du prix de l'eau. Voilà, on a des territoires où le prix de l'eau est pas du tout à hauteur. Et puis, on le dit, il va continuer à augmenter. Mais aujourd'hui, à travers nos règles d'intervention, on a fixé un prix plancher pour essayer de se garantir que les collectivités se donnent aussi les moyens d'investir. Parce que pendant de nombreuses années... Quel prix plancher donc? Alors, le prix plancher, aujourd'hui, pour le 12e programme qui vient de commencer, on l'a fixé à 1,15 € hors taxe et hors redevance. C'est une recommandation, c'est pas une obligation. Non, c'est notre prérequis pour pouvoir accompagner. Et ça s'entend sur l'assainissement. Sur le prix de l'eau, il peut y avoir l'eau potable. Là, on parle de l'assainissement et c'est la même chose en matière d'eau potable, juste pour faire la petite parenthèse. Et à horizon 2028-2029, on attend un prix plancher de 1,30 €. D'accord. Donc voilà, donc on a fixé entre guillemets des échelons pour faire en sorte que les collectivités les plus en retard, j'aurais tendance à dire, puissent se mettre à niveau et s'assurent quand même un budget pour, à minima, pouvoir intervenir sur leur patrimoine. Je fais le constat, je vous parlais rapidement des collectivités les plus rurales, c'est très peu d'abonnés, donc c'est des budgets qui sont quand même très très limités dans l'intervention. Et là aussi, c'est le sujet de l'intercommunalité, de la remontée de compétences. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Si vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours, l'obligation a été repoussée ou va être repoussée. Donc voilà, une obligation qui n'est plus une obligation. En fait. C'est une obligation qui n'est plus une obligation, mais pour autant, on fait le constat. 2034. On fait le constat sur le terrain, effectivement, que beaucoup de collectivités qui ont les plus grandes difficultés sont des collectivités qui n'ont pas fait remonter la compétence. Ça, c'est un constat. Et qui n'ont pas les moyens d'œuvrer. Et là, on est face effectivement au mur d'investissement qui se présente parce que pendant 50 ans, on n'est pas intervenu sur les réseaux d'assainissement. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi un tel retard? Ça vivotait, il n'y avait pas de souci. Donc on ne s'est pas posé la question du renouvellement. Finalement, c'était un sujet qui était souterrain, qu'on ne voyait pas. Donc on s'en préoccupait pas. Et là aujourd'hui, effectivement, on voit que ça commence à casser. Puis quand ça casse un endroit, on répare. Mais hop, c'est un petit peu plus loin que ça casse. Et on se rend compte qu'effectivement, l'état des réseaux est peut-être fortement dégradé. Alors, il y a des collectivités qui ont anticipé, qui se sont dotées des outils, qui ont commencé les programmes et les remontées de compétences pour certaines agglos remontent à quelques dizaines d'années. Mais il y a certains endroits où effectivement, on se retrouve à des situations où tout est à refaire, là, maintenant, donc il faut prioriser. Et donc je reviens sur le sujet des schémas directeurs. C'est un outil qui est là pour accompagner les collectivités à prioriser et essayer de mettre l'accent sur les endroits les plus sensibles et les plus intéressants. Des schémas directeurs et des sous, je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'il faut trouver une autre source, une autre taxe, une autre redevance pour financer ça? Parce que manifestement ça manque, Monsieur Rivinc. Oui, alors deux mots, je pense qu'effectivement il faut avoir une réflexion sur le financement plus globalement. Je voudrais juste dire quelque chose qu'on s'en persuade, parce qu'on parle beaucoup du prix, et moi le premier, parce qu'on est impacté en tant qu'usager par ce prix. Il faut quand même se dire que le prix moyen aujourd'hui en France pour une facture 120 mètres cubes par rapport au prix moyen, je crois que c'était il y a 2 ans, est d'environ 660 € par an. D'accord? Donc l'usager, de façon moyenne, pour une facture de 120 mètres cubes, paye à peu près 60 € par mois pour l'eau et l'assainissement. Alors d'un côté, on peut se dire que c'est cher. Si on le compare, alors je ne peux pas le faire n'importe où, cette comparaison, parce qu'on me dit que comparaison n'est pas toujours raison, on n'a pas tort, mais globalement, nous consacrons à peu près 200 € par mois à tous les produits, on va dire, de communication, téléphonie, Canal+, je sais pas quoi, Netflix. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on compare le prix de la ressource la plus importante pour la vie humaine à d'autres prix, on pourrait se comparer. Pour autant, c'est les augmentations qui sont difficiles à faire passer. Ça veut dire qu'on a dans ce pays peut-être une mauvaise communication collective sur l'impact du prix de l'eau. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que par rapport à tout ce qu'on dit aussi, le prix de l'eau est aussi lié au fait qu'en France, nous avons les normes les plus exigeantes au monde, en matière de qualité d'eau distribuée. Ça, on parle à l'eau potable. À partir de ce moment-là, plus on va vouloir une eau d'excellente qualité, et je rappelle qu'au robinet, elle est souvent bien meilleure que dans la plupart des eaux en bouteille, et je fais de la publicité pour personne, mais je fais de la publicité pour nos eaux, et nous on le teste, que l'eau qu'on distribue est potable à 99%, et que pour autant on arrive à maintenir les coûts. Donc quelque part, il y a aussi des tours de force qui sont faits par les territoires, et je crois qu'il faut mettre aussi en avant cette gestion faite par les élus et par les cadres et les responsables des services, qui est de grande qualité. On n'a pas à rougir de la qualité des eaux produites. Bon, alors les sous, est-ce qu'il faut trouver d'autres sources de financement? Donc du coup, si on veut aller plus loin,
Ouais. Effectivement, j'ai entendu ce que dit monsieur de l'agence de l'eau. Michael Balay. Voilà, monsieur Balay, qui, quelque part, et c'est intéressant, mais c'est un autre débat qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui, mais qui me passionne aussi, c'est le débat du SDAGE. D'ailleurs, le SDAGE, c'est quelque chose de très important. Oui, on n'aura pas ce débat aujourd'hui. Oui, non, mais les enjeux sont posés parce que tout part du SDAGE. Parce que globalement, il y a des schémas là aussi qui sont édictés par un certain nombre de personnes, qui sont faits souvent d'ailleurs en chambre, qui globalement sont des territoires qui sont tout aussi improbables que celui de l'agence de l'eau Rhône-Corse Méditerranée, Belfort, Calvi, Nice, Alès, Narbonne. C'est un peu compliqué et qui part de prérequis aujourd'hui qui ne sont pas applicables de la même façon partout. Et c'est pour ça que nous, les petits élus de territoire, nous permettons parfois de donner des désaccords dans ce cadre-là, mais on est très très peu suivi. Et même si on a émis, en l'occurrence sur certains secteurs, je ne remets pas tout en cause, loin s'en faut, sur certains débats des choses en cause, en fait, on n'est jamais écouté. Et là aussi, c'est une raison. Sur les schémas directeurs, et ouais, ça va amener aussi sur le prix de l'eau. Quand je vois les budgets qu'on me fait mettre chaque année sur la création de schémas directeurs, c'est plusieurs, entendez-moi bien, sur un réseau comme l'agglomération d'Alès, plusieurs centaines de milliers d'euros par an. On doit avoir 300 ou 400 000 euros de schéma directeur. Tout à l'heure, les canalisateurs étaient contents de moi. Là, c'est le bureau d'études qui sont contents de moi. Mais vous pouvez pas le faire en interne, ça ? Hein ? Vous pouvez pas le faire en interne ? Non, j'ai d'excellents ingénieurs, beaucoup sont là aujourd'hui. Mais les schémas directeurs aujourd'hui qu'on nous demande, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont faits sur des schémas directeurs. Là aussi, il va falloir arrêter cette logorée de schémas directeurs, cette logorée réglementaire qui fait qu'aujourd'hui, on passe son temps à faire des schémas directeurs. Bien sûr qu'il en faut des schémas directeurs, mais arrêtons tous les 2 ans de les remettre en cause. Agissons. Moi, puisque Montpellier a donné des chiffres, je veux donner les miens. Chaque année, sur l'agglomération d'Alès, nous renouvelons 20 km de réseau. Je m'aperçois que c'est pas mal du tout. Et donc, je suis assez fier de nous. Peut-être, Stéphane, qu'il va falloir baisser le truc, parce que peut-être qu'on est un peu au-dessus. Je vous donne juste un petit chiffre aussi de comparaison. Pour comprendre sur les rendements, notamment, et sur la qualité de l'eau. C'est qu'à l'Est agglomération, au niveau réseau d'eau potable, c'est très lié, c'est la même longueur de réseau que la ville de Paris. J'ai la même longueur de tuyaux à gérer que la ville de Paris. Paris, 1 300 000 abonnés, moi, 70 000. Quand on parle de rendement, j'aimerais qu'on m'explique comment avoir le même rendement à Paris, dans une ville urbaine, et à l'Est agglomération, avec les communes dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple. Donc vous voyez, à travers ces quelques exemples, si on veut parler du prix, il y a plein de solutions. Et ces solutions, elles doivent venir du terrain. Moi, j'ai plein d'idées aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux exigences, et notamment la préservation du milieu, je ne le remets pas en cause du tout, mais surtout essayer de ne pas appliquer des règles de façon commune. Et dernier petit point aussi, parce que je veux réagir sur ce qui a été dit. Ouais, je suis désolé, j'ai beaucoup de choses à dire, mais là, quand on se compare, on est voisins quasiment entre le Roussillon, on est des Languedociens, on va dire, ou des Catalans Languedociens. Allez, soyons ensemble. J'étais conseiller régional Languedoc-Roussillon, je suis aujourd'hui Occitanie, par ailleurs. Mais on s'aperçoit que la problématique en bord de Méditerranée n'a absolument rien à voir avec la problématique en Cévennes, et notamment par exemple en termes de rendement de réseau. Si moi, à Concoul, au plein fond des Cévennes, mes réseaux d'eau potable sont fuyards, on s'en fout. Je pompe dans le Luèche et je rejette dans le Lèche. Il fuit dans le Lèche. Ça n'a pas le même impact si je vais pomper à 2 km sous terre et que l'eau... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à travers ces quelques exemples, regardons au cas par cas les prix du... Et on arrivera tous à avancer. Chacun ici, autour de cette table, a dit que ces problématiques, en fait, globalement, on a le sentiment de ne pas être entre nous. C'est juste mon message. Donc pour trouver l'argent, eh ben, on trouvera l'argent quand on fera ce qu'il faut pour répondre aux problématiques locales. Et je crois que la solution, elle sera trouvée aisément. Et je crois qu'on est assez grand, et je pense qu'on l'a prouvé, pour montrer qu'on est quand même hyper responsable et qu'on distribue de l'eau potable. Et si on a 2 minutes, on parlera des PFAS, si vous voulez. Oui, ça on verra. Je ne sais pas si on aura le temps. Romain Aglon et Christian Farou, vous êtes trop chers, hein, vous avez compris. Vous faites des schémas directeurs. Merci, non. Écoutez, moi je vais pas me mettre à... On est simple petit maître d'œuvre dans ce grand bazar. Oui, mais vous avez une vision globale des choses. Oui, l'assainissement, donc je vais y revenir, mais Monsieur Rivinc, et je pense que c'est partagé par tout le monde, entre les plaines presque semi-arides des Pyrénées-Orientales et le grenier à eau qu'est la Lozère, les situations sont éminemment différentes et il faut le prendre en compte. Je pense que devant l'ingénierie réglementaire que nous impose
l'Europe et l'État, il faut amener des solutions, et ce sera de l'ingénierie technique, de l'ingénierie sociale, de l'ingénierie territoriale, voire de l'ingénierie sociétale et de l'ingénierie, oui, voilà, partagée. Et les exemples qui ont été donnés jusqu'ici sont juste pertinents. Mais on peut pas faire un schéma directeur au moment où on fait le travail de révision d'un SCOD, le travail de révision d'un PLU. On peut pas tout faire en même temps. Ouais, alors là, ça commence à se complexifier. Je sais pas, M. Bataille a l'air d'accord. Prenez le micro. Oui, tout à fait. On peut tout à fait coupler ce genre de choses, en fait. J'aimerais quand même revenir sur quelque chose. C'est le prix de l'eau, en fait, et l'amortissement. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de regarder. Il y a un petit truc qu'on nous fait remplir dans les RPQS chaque année, c'est le prix de la dette, en fait, et c'est le nombre d'années d'amortissement de la dette. Quand ça fait 7 ans que je suis fonctionnaire, quand je suis rentré, on avait 24 millions j'appelle ça déficit, mais d'emprunt et d'encours de la dette. En 7 ans, on est à 12 millions. Ce qui veut dire que soit ça va nous donner une capacité d'endettement supplémentaire dans les années à venir, en gardant sur notre part de fonctionnement 2 millions de remboursement de cette dette-là, puisque je vous ai dit qu'on avait 7,5 millions de recettes. Donc effectivement, ça veut dire que dans 6 ans, je me retrouve avec peut-être 1,5 million, 2 millions à investir en plus des 2 ou 3 millions que j'investis chaque année. Alors, on n'est pas à doubler la capacité d'investissement, mais on en est à gérer différemment. C'est plus technique, c'est bancaire, hein, qu'on soit clair, hein, on est bien d'accord sur le principe, hein, mais c'est des choses qui vont nous permettre. Et effectivement, arriver à coupler les choses. Vous faites une modification de PLU, eh bien, vous faites une mise à jour de votre schéma directeur intégré dedans. Effectivement, vous l'anticipez par rapport à votre PLU, puisque vous avez besoin des annexes sanitaires pour l'intégrer dans les modifications de PLU, systématiquement. Alors, je réitère, on est tout petit. Tout petit, ça nous permet de dire avec les services d'urbanisme, puisqu'on travaille en étroite relation, et à chacune des demandes qui me passent entre les mains, on arrive à avoir ce discours entre nous, de nous dire, voilà, vous allez faire ça, vous inquiétez pas, on s'en occupe, on prend et on gère cette partie-là. Et l'intercommunalité prend à sa charge une partie des annexes sanitaires que vous auriez dû payer dans votre PLU. Ce qui fait qu'en plus, on décharge le budget général d'une partie de ce qu'elle aurait dû payer à travers, je dirais, une consolidation des informations qu'on a. C'est pas parce que un schéma directeur a, et on se le fait pas rémunérer, Michael, tu sais que on essaye de le faire un peu tous les 5 ans, on essaye de mettre à jour systématiquement nos schémas directeurs d'eau potable, et avec 1 an et demi d'écart celui d'assainissement, pour avoir le laps de temps nécessaire pour absorber le travail qui a réalisé sur ces 2 schémas, et de voir l'évolution qu'on a avec les différentes collectivités qui composent le PCI. Donc effectivement, ça nous permet de réduire nos coûts et réduire les coûts des EPCI. Donc d'une part, on arrive avec ces petits mécanismes à aider les collectivités à se sentir mieux et avoir l'information. L'amortissement nous permet ou nous permettra d'investir plus tard, et on essaye de générer à fonctionnement constant des recettes supplémentaires pour créer de l'investissement pur et dur sur de l'assainissement qui, je le rappelle, est le parent pauvre au niveau des budgets d'eau et d'assainissement. Voilà. Monsieur Access. Alors, j'ai un passé avec une partie dans un syndicat qui se comporte presque comme une entreprise privée, et là au sein d'une collectivité. Ce qu'il faut comprendre, quand on construit un budget, on est, même si l'eau paye l'eau, et qu'on a un budget indépendant sur l'eau et l'assainissement, notre budget global fait partie quand même du budget de l'agglo. Et ceux qui dirigent l'agglo, ils ont à répondre devant leurs citoyens, devant l'État, etc., d'un taux d'endettement assez limité. Et vous apercevez qu'une agglo, alors je ne sais pas, peut-être M. Rivin me dira autre chose, mais il me semble que c'est à peu près toléré 12 ans d'endettement. C'est-à-dire que 12 ans d'endettement, pour expliquer aux gens, c'est-à-dire que si on ne faisait aucun travaux, les 12 ans de recettes nous permettraient d'éponger notre dette. C'est pas adapté à l'eau, à l'assainissement. Ce n'est pas adapté à l'eau, à l'assainissement. Et la structure même de quelque chose qui gérerait l'eau, ça serait un syndicat, une régie. Peut-être que ma collègue de Montpellier pourra en parler. Elle aura sûrement peut-être plus les coups des franges que nous. Mais même nous, on doit faire attention à ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, globalement, le cycle de l'eau était endetté à 7-8 années, etc. Il a fallu se battre, et avec l'appui de mon vice-président, on a réussi à monter ce taux d'endettement que pour l'eau à 9 ans et demi, ce qui a un effet de levier quand même assez énorme, etc.
mais on a des limites dans l'endettement de l'agglo. Ce que je veux dire, c'est que peut-être s'il y a des moyens, l'argent on ne le trouve pas, on n'a aucun planche à billets dans nos garages ou dans nos ateliers, mais un des leviers, c'est sûrement de pouvoir permettre à ces budgets de l'eau et de l'assainissement d'avoir une capacité d'endettement supérieure, sur laquelle nos élus ne seront pas jugés. Il ne faut pas se leurrer, on parle de réseau à 50 ans, donc on fait un investissement sur des tuyaux, c'est complètement absurde de dire qu'on va les amortir en 20 ans ou en 15 ans. Quoi. Quand on sait que ça n'a pas de sens, si vous voulez. Et donc l'amortissement, si on peut le rendre plus long, on peut avoir une capacité d'emprunt, mais l'effet de levier est assez spectaculaire. Tout dépend des taux d'intérêt auxquels les banques vous prêtent de l'argent. Oui, mais c'est pas ça. À mon avis, c'est surtout la finalité, si vous voulez, la capacité d'endettement de la structure qui gère l'eau. Et ça passera peut-être... alors moi, je suis dans une grosse agglo, mais je pense que syndicat, moi je travaillais dans un syndicat avant, on avait une capacité d'endettement supportée et acceptée à 15 ans, certains étaient même à beaucoup plus, à 20 ans, et c'est accepté. Alors qu'à l'agglo, si vous êtes arrivé à 12 ans, vous avez des limites. Et ça, c'est un frein à l'investissement. Et pour revenir à votre question, où trouver l'argent. Et c'est, à mon avis, il y a une vraie réflexion sur la structure qui va gérer l'eau. Peut-être que nos collègues de Montpellier peuvent dire sur la régie, puisqu'elle a connu les deux systèmes, est-ce que tu n'as pas les coudées plus franches Avant de passer la parole au public. Madame. Sur les règles d'endettement, non, on a appliqué les mêmes choses. Hein. C'est les règles qu'il y avait à l'époque à la métropole. Quand on est passé Régie des eaux, voilà, mais la Régie des eaux, c'est une entité autonome, mais c'est une émanation de la métropole et qui obéit aux règles de la métropole sur les questions budgétaires. Donc les 12 ans, c'est un garde-fou pour dire non, voilà, on ne va pas s'endetter au-delà des 12 ans. Voilà. Monsieur Balaï, attendez. Oui, j'avais juste une petite précision sur le SDAGE, très rapide. Hein. Non, on va pas faire un débat sur le SDAGE. Non, mais c'est pas un document qui est fait en chambre fermée. Hein. L'agence de l'eau est adossée à un comité de bassin. Donc, comité de bassin, c'est un petit parlement de l'eau où l'ensemble des usagers, associations des usagers, industriels, agriculteurs, collectivités de toute taille sont représentés. Et c'est bien ce comité de bassin qui adopte ce SDAGE, qui est un élément socle pour la politique de l'agence de l'eau. Donc, c'était juste pour apporter ces petites précisions. Voilà. Merci. Question du public. Attendez, je reviens vers vous après. Question du public. Et ensuite, je voudrais qu'on aborde les solutions pour éponger les eaux pluviales, solutions fondées sur la nature. Mesdames, messieurs, est-il des questions, s'il vous plaît? Soyez pas timides. Oh, vous avez digéré. Il est 17h17. Bon, là, je fais un bide. Si. Merci, monsieur. Vous avez gagné un récupérateur d'eau de pluie. Oui, je vais profiter de la question pour redonner la parole. Il y aura une question derrière Christophe Rivinc, puisqu'il a commencé à aborder la question des PFAS et le durcissement de la réglementation. J'aimerais l'entendre en tant que gestionnaire de réseau sur le sujet. Oui, alors en moins de 10 minutes, monsieur Rivinc, monopolisez pas la parole. Écoutez, je peux y aller aussi. Je peux partir si vous voulez. Je fais 2 heures de route, je monopolise pas la parole, vous m'avez invité pour un débat. Si je réponds pas aux questions, je peux laisser les 14 minutes, je peux vous garantir, j'ai aussi plein d'autres choses à faire. 2 choses importantes, parce que vous avez posé une question qui me paraît primordiale, c'est l'endettement. Aujourd'hui, on a un gros sujet en France, c'est le problème de la dette. 3300 milliards d'euros. Vous savez ce que, avec des réglementations qui changent. Aujourd'hui, les collectivités sont mises à contribution, je vais très vite. C'est pour rebondir sur ce qui a été dit très justement. Il faut aujourd'hui, dans une des solutions qui doit être prise en compte dans le cadre de la gestion du prix de l'eau, pourquoi pas créer une banque publique d'investissement, des réseaux, pour faire en sorte que pour être la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, j'en sais rien, mais pour financer réellement en dehors de la dette. Comme ça a été dit, nous sommes limités, nous les collectivités locales, et vous savez qu'on ne peut emprunter que ce que nous sommes en capacité de rembourser. C'est-à-dire que quand on emprunte sur le réseau d'assainissement, il faut que le prix de l'eau paye l'annuité de la dette. Je vais très vite, moi les subventions, et merci encore l'agence de l'eau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on est tous confrontés à ça. On nous demande des travaux, et de l'autre côté, on nous interdit, ou du moins on nous limite dans l'endettement, et donc alors que cet endettement est fait pour amortir des réseaux sur une centaine d'années. Et donc tant qu'on n'a pas cette capacité de pouvoir amortir de façon plus longue et de ne pas impacter nos ratios de finances publiques qui font que les banques, in fine, ne nous prêtent pas pour nos autres projets, eh ben on se retrouve dans une situation délicate aujourd'hui qui nous empêche d'entendre. Ça, il faut que vous l'entendiez, parce que là, il y a un gros lobby à faire peut-être pour créer cette banque d'investissement. On a su le faire au moment de l'après-Covid, par exemple, de créer des fonds
fonds souverains qui viendraient financer ce grand plan international, national et européen qu'est la protection de la ressource. Et ça réglerait une grosse partie du problème. Ça nous permettrait, sur des taux bonifiés, de pouvoir aussi ne pas augmenter les prix de l'eau, ou du moins augmenter nos investissements. Donc ça pourrait être une première solution, vous voyez, qui pourrait être intéressante et que nous pourrions porter collectivement, les collectivités. Moi, je la porte, en tout cas, cette solution auprès des ministres. Ça a très peu d'écho, parce qu'il se trouve qu'à Bruxelles, ils comptent ces dettes des régies, parce que moi, je gère aussi en régie l'eau à Alès, c'est un choix politique fort, et on est impacté sur nos régies. Voilà, sur EPIFAS, c'est un peu long peut-être pour y répondre, mais juste pour vous dire qu'effectivement, il y a des réglementations. Nous allons être impactés aussi au-delà de l'assainissement au 1er janvier prochain. Il va falloir qu'on mesure dans toutes les eaux potables la présence de ces fameux 20 PFAS, les PFOA, les PFOS, qui sont interdits depuis 2011. Et pour les ressources qui vont trouver des taux supérieurs à ces 0,1 microgrammes par litre quand on additionnera ces fameux 20 PFAS, il va y avoir de nouvelles contraintes financières. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais il va falloir lutter pour les faire disparaître. Et aujourd'hui, sur nos territoires, il y a un certain nombre de communes qui sont impactées, y compris par le dernier en date, le TFA, le fameux TFA dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé à partir d'Alès. C'est pour ça que je suis devenu un grand spécialiste des PFAS. Et vous dire qu'aujourd'hui, en région, là aussi, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'enjeu TFA en tout cas, pour la santé humaine. Et donc nous, les hommes politiques, femmes politiques, qui sommes responsables des réseaux, nous sommes responsables. Nous ne distribuons pas de l'eau polluée, mais ça va nous coûter des dizaines de millions d'euros. Juste sur les TFA, s'il faut régler, s'il faut passer demain à la norme, qui n'est pas une norme, mais qui est une indication thérapeutique de 10 microgrammes, il va falloir investir dans un certain nombre de territoires, aujourd'hui, puisqu'il y a des TFA partout en France, entre 8 et 10 millions d'euros par ressource, pour traiter par l'osmose inverse. Là aussi, ça va se rajouter aux canalisations, aux stations d'épuration, au problème de la ressource. On arrive à une addition qui va devenir inacceptable, mais je pourrais vous en parler différemment très longuement, parce qu'il y a quand même des enjeux de santé publique qui sont notre priorité, puis il y a des enjeux financiers et de réseau. Mais je pense que la Banque d'investissement public peut être une des solutions pour nous aider à financer nos gros investissements. En sachant que l'article 4 de la loi PFAS, merci, en sachant que l'article 4 de la loi PFAS fait porter le financement de la pollution aux émetteurs des polluants sur le principe des éco-organismes relativement aux déchets. Il reste à définir, et ça n'a pas été défini dans la loi, qui est un émetteur. Est-ce que c'est le producteur, le fabricant? Est-ce que c'est l'agriculture qui utilise un pesticide qui comporte un PFAS, ou est-ce que c'est la station d'épuration qui serait considérée, si l'arrêté n'est pas suffisamment précis au regard des taux dans l'eau, les stations d'épuration pourraient se retrouver considérées comme un émetteur net de pollution et à devoir porter elles-mêmes le poids du financement, et c'est toujours pas réglé dans la loi, et donc on attend un arrêté. En tout cas, potentiellement c'est révolutionnaire. On fait payer aux pollueurs, aux émetteurs, aux fabricants de la pollution le poids de la dépollution. Monsieur derrière, bonjour. Oui, bonjour, Malo Lambert de DHI. Et moi je voulais revenir sur une remarque que vous avez faite par rapport à une question que vous avez posée donc à Monsieur Rivinc. La question était pourquoi est-ce que vous internalisez pas du coup la compétence ou tout ce qui est schéma directeur au sein de la collectivité? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? J'imagine que c'est puisque vous avez les finances pour pouvoir faire ces schémas directeurs de manière assez régulière. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas mettre ces budgets-là pour un emploi qui permettrait dans la collectivité de faire ces schémas directeurs régulièrement et du coup garder ça en interne? Débaucher les gens de chez Gaxieux. Alors pour des raisons très simples, parce que malheureusement sur 2-3 mois on a besoin de 6-7 ingés, et pendant 2-3 mois on a besoin d'un demi. Donc moi je ne sais pas occuper quelqu'un à plein temps, ou du moins ça veut dire qu'il va falloir que j'ordonne les schémas directeurs. Je vais ralentir des communes. Quand j'ai 10 communes sur 70 qui revisent leur PLU, j'ai besoin de 10 schémas directeurs de l'assainissement en même temps. Et donc peut-être que pendant 6 mois qui suivent, j'en aurai pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le SCOT où en ce moment, 2027, j'ai la chance d'avoir des ingénieurs. Je vous dis, ils sont là, donc je les salue, Stéphane et ses collaborateurs ici, de très grande qualité. Mais vous savez, on est en régie. C'est 70 personnes la régie aujourd'hui des autres. Combien? 90, ouais, putain, ils m'en ont embauché 10 dans la nuit, quoi. Donc 90 collaborateurs, du fontainier jusqu'à l'ingé, du comptable. Vous savez, tous les métiers qu'on fait, on émet les factures, on encaisse. On a Veolia qui produit l'eau, on a en DSP Veolia sur les stations d'épuration. Voilà, mais j'ai pas les moyens, on a bien regardé, on a internalisé tout ce qui était internalisable.
Donc oui, après, si vous avez des noms, 2-3 noms à me donner qui coûtent pas cher et qui rapportent beaucoup, vous savez, on est Sévenol, donc nous, un sou est un sou. Il y a une candidature, là, vous en connaissez 2-3. Voyez mon directeur. Non, mais tout est possible. Je suis fermé à rien, je n'ai pas de chapelle. Moi, je suis ouvert. Il y a des outils qui... Ouais, mais alors là, Gaxio va faire la gueule, ses règles, tous les cabinets avec qui on travaille, mon Dieu. Il faut bien qu'on fasse travailler aussi les bureaux d'études. Et plaisanterie mise à part, excusez-moi, hein, c'est que quelque part, la compétence aussi des cabinets d'études, donc je veux mettre en valeur, de par leur travail récurrent sur des thématiques identiques. Vous savez, quand vous avez un ingé qui fait un schéma directeur tous les 2 ans, il n'a peut-être pas le temps de se mettre autant à jour que les cabinets qui font ça à longueur de temps. Donc je pense qu'il y a une compétence. Si j'ai pris Veolia pour la production d'eau, c'est que je sais que c'est pas qu'on manque de compétences, c'est que par rapport aux nouvelles normes et tout ça, le groupe Veolia ou Suez, c'est pareil, hein, je fais pas de pub pour l'un et les autres, quelque part, auront la compétence que nous, peut-être en interne, on n'a pas les moyens de se payer. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'être très pragmatique. Rapport qualité-prix, moi c'est le prix de l'eau qui à la fin m'importe. Et la qualité. Messieurs, dames, d'autres remarques, questions, interpellations, émotions? Je voulais poser la question à tous pour le traitement de l'eau pluviale, les solutions dites fondées sur la nature, l'infiltration à la parcelle, créer des réserves d'eau à l'échelle des maisons en vide sanitaire, etc. etc. C'est utile, on est à la marge du trait, c'est cher, vous le développez sur vos communes. Enfin, j'ai la réponse à la question sur mes fiches, mais je vais faire comme si je ne vous avais pas posé la question. Monsieur Balaï. Moi, je veux bien prendre la parole sur ce sujet parce que c'est une politique qu'on pousse depuis quelques programmes chez nous, hein, la désimperméabilisation des sols, la déconnexion des réseaux d'eau pluviale. Aujourd'hui, c'est un vrai changement, hein, c'est un vrai changement de paradigme par rapport à ça. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte du bien fondé de pouvoir infiltrer l'eau là où elle tombe, hein, limiter les transferts de pollution, hein, permettre de développer la nature en ville. Hein, avec ces ruissellements, donc entretenir la biodiversité, lutter contre les îlots de chaleur. Donc tout ça, c'est des solutions qu'on essaye de mettre en place, qui commencent à prendre dans les territoires et à se développer. Et effectivement, nous, Agence de l'eau, on a une politique pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans cette dimension d'infiltrer les eaux là où elles tombent, en s'appuyant si possible sur des solutions fondées pour la nature, parce qu'on a pu voir que la nature effectivement faisait bien les choses, donc à travers la protection des zones humides, à travers des noues, à travers des fossés drainants, tout ça qui pourrait contribuer à recharger les nappes aussi, et dans le sujet de manque d'eau et de sécheresse, voilà, c'est un panel de solutions qui peut qu'améliorer les choses. En même temps, on a vu ce matin que c'était un peu contradictoire avec la lutte contre ou l'abaissement du risque RGA. Un filtret d'eau à la parcelle sur une maison qui est soumise à ça ne fait qu'augmenter ce risque. Donc, il y a quand même une sérieuse étude de sol à faire. Monsieur Bataille, vous avez mis ça en place sur votre territoire. Solutions fondées sur la nature, vous en faites? On a effectivement aujourd'hui un développement au niveau de la collectivité sur de l'infiltration à la parcelle et de la désimperméabilisation, mais aussi sur les circuits de circulation, les cheminements doux, tout ce qui est déplacement en vélo. Donc, je parlais tout à l'heure de stratégie de territoire, effectivement c'est toute une stratégie de territoire qui a été mise en place. Et aujourd'hui le plus dur, c'est, vous êtes sur des systèmes, je dirais, de bord de mer. C'est d'arriver à rentrer dans les collectifs pour arriver à aider en fait, je dirais les syndics par exemple à faire de la désimperméabilisation, chiffrer peut-être au niveau des réseaux les pertes d'eau qu'ils peuvent avoir, créer des business plans qui leur permettent à eux d'investir pour rattraper l'argent sur un certain nombre d'années, travailler aussi avec les campings, les gros campings, tout ce qui est hôtellerie de plein air, qui leur permet aussi, tout ça c'est des masses financières qui sont actives, qui existent, et qu'il est très 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 difficile aujourd'hui d'arriver à bouger, mais on arrive et on va arriver à des résultats. Donc effectivement, l'infiltration à la parcelle, on pourrait penser que c'est quelque chose qui est extrêmement anodin, et pourtant demain on espère que ça va devenir quelque chose d'actif au niveau de la collectivité. L'intérêt, c'est quoi je pose la question encore une fois à tous, c'est de réduire la taille des tuyaux quand on renouvelle les tuyaux du réseau d'eau pluviale. Monsieur Access. Oui, alors gérer les eaux pluviales, c'est un numéro d'équilibriste. Ah, dites-moi. Parce que c'est maîtriser un fluide qui ne connaît pas les limites juridiques et les limites foncières. C'est-à-dire que c'est un fluide qui vient intéresser à la fois des collectivités, des maîtres d'ouvrage, etc. Et donc ça veut dire que ce qu'il faut concevoir, c'est que nous, c'est pas parce qu'on a la compétence qu'on est responsable de tout.
mais on a un rôle énorme de pédagogie, de coordination des différents intervenants. Tout projet d'urbanisme qui se crée a un impact sur le pluvial, et que ce soit des maîtres d'ouvrage publics mais aussi privés. Et donc le rôle qu'on doit avoir nous en tant que collectivité qui avons la compétence au pluvial, c'est d'avoir une gestion globale de ces aménagements. On parlait de l'infiltration à la parcelle, on est soutenu par l'agence de l'eau sur la désimperméabilisation des parkings, des cours d'école, etc. Il y a aussi, je le disais, c'est très flou parce que ça peut être sous la voirie, à ce moment-là ça échappe à la compétence de l'agglo. Enfin, c'est une eau qui peut ruisseler sous une voirie, revenir dans un tuyau par infiltration ou recollecter par un drain qui revient à la collectivité. Donc il y a un numéro d'équilibriste. C'est aussi un sujet d'investissement très lourd parce que ce sont des débits, vous connaissez les épisodes Sevenol, c'est bien connu, enfin, ça a des gros débits, on a des travaux qui sont colossaux en termes de diamètre, en train de pose de tuyaux. Mais l'infiltration à la parcelle peut permettre de réduire les débits en cas de crue Sevenol ou on restera là? Non, parce qu'après, à un moment, les sols saturent, mais nous, on a quand même des investissements très lourds en pluvial, et on a zéro recette en face. Et oui. L'équation est quasi impossible, et le Doliprane n'est pas fourni. Donc on est dans une difficulté de gestion de ces eaux. Mais il y en a dans l'eau du Doliprane, on le repère. Oui, et donc nous, l'idée, c'est de la coordination, ça passera par la coordination de tous les intervenants sur le territoire, et c'est peut-être un des enjeux futurs. Alors on parlait d'imperméabilisation à la parcelle, des imperméabilisations des cours d'école, des parkings, les chausser réservoirs, travailler avec les voiries, recréer des ruissellements naturels. Il y a un vrai travail, et à mon avis, un des enjeux à venir, c'est celui-là. Sur le pluvial, je pense que la réflexion sur laquelle, alors je ne sais pas mes collègues, je pense que la réflexion aujourd'hui sur la gestion des eaux pluviales, c'est un vrai casse-tête. Et vous l'imposez sur votre territoire pour les constructions neuves, c'est ça, la récupération des eaux de pluie? Oui, alors on impose la récupération, une certaine capacité d'infiltration. Là aussi, c'est au cas par cas. On vient demander 100% d'infiltration à certaines communes. On a des actions, on finance des réservoirs sur les réservoirs d'eau pluviale sur les parcelles, mais c'est par rapport à un épisode Sevenol, c'est peanuts, quoi, si vous voulez. Voilà. Mais on a des actions qui sont coordonnées et on essaie surtout de travailler tous les acteurs avec un cahier de prescription, c'est-à-dire dès le permis de construire, dès le permis d'aménager, on impose aux aménageurs, parce que les aménageurs, que ce soit public ou privé, ont un vrai rôle et un vrai impact sur la gestion des eaux. Et c'est, à mon avis, un des enjeux dans les années à venir, clairement. Enjeu que vous intégrez dans la modélisation du renouvellement du réseau d'eau pluviale, c'est-à-dire que vous vous dites, si j'infiltre autant la parcelle, au lieu d'avoir des tuyaux de X millimètres, je vais pouvoir les réduire et ça me coûtera moins cher? Oui, alors, c'est pas tout à fait... Oui, ça peut être ça, effectivement, mais c'est plus, si vous voulez, dans le cadre des aménagements, de dire à un aménageur, tu vas créer sur ton lotissement un lot avec un bassin de rétention. Bassin d'infiltration. Et effectivement, derrière, c'est assez spectaculaire en termes de diminution de diamètre de réseau. Mais il y a cette mentalité parce que à changer aussi, c'est pour ça que je parlais de pédagogie, et il faut qu'on arrive à faire changer à la fois les aménageurs privés, parce que se priver d'un lot dans un lotissement, vous allez faire monter au rideau les aménageurs. Mais aujourd'hui, on y arrive par des prescriptions, par des cahiers de prescription obligatoires, par des prescriptions fortes au niveau des permis d'aménager. Et je pense que ça, voilà, c'est une des voies, en tout cas, que nous, on a choisi au Grand Narbonne. Très bien. Laurence Burgot, je vous laisse le mot de la fin. Très compliqué. Il y a sur les eaux pluviales, effectivement, Montpellier Métropole également intervient avec un vaste programme de désimperméabilisation, et également au travers des documents d'urbanisme, certaines communes vont jusqu'à imposer qu'il y ait 50% de la parcelle qui ne soit pas bâtie et qui soit réservée à de l'infiltration. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on retrouve maintenant. Mais c'est pas dans la loi, ça, la loi Allure, le coefficient de biotope, ça permet de faire ça normalement. Ça permet de faire ça également, mais c'est parfois repris à nouveau dans les documents d'urbanisme, et certains poussent le curseur même plus loin, à aller jusqu'à des fois 70%. Mais effectivement, ça a un impact sur le niveau de constructibilité du coup des parcelles. Voilà. Mais c'est quelque chose d'important et d'intéressant, effectivement, pour réduire ce volume d'eau pluviale. Et on travaille à la métropole également sur cette partie eau pluviale, de pouvoir les déconnecter en fait des réseaux d'assainissement ou
des erreurs sur ces éléments-là. Donc ça fait partie des petites actions, mais qui peuvent avoir des grands effets. Voilà. Et ben voilà, on termine sur quelque chose de plus positif qu'au début. Merci madame, merci messieurs, que vous applaudissez. Ce qui veut dire que c'est fini. Merci à vous. Mais c'est pas fini pour moi. Il y a le label Commune Économe en eau 2025 qui va être remis juste après. 3,